Aujourd'hui, on va parler d'un poids invisible, celui que toutes les femmes portent en silence, la charge mentale, les pensées qui ne s'arrêtent jamais, les listes infinies dans la tête, les il faut, les je dois, les si je ne le fais pas, personne ne le fera. Notre invité du jour est Lamia Radja. Bonjour Lamia. Bonjour Wesley. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, impeccable. Donc en fait, on a pas mal de questions sur l'hypnothérapie, on va dire, puisque c'est quelque chose qui est assez flou, même pour moi, puisque je connais pas vraiment cette discipline. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on discute de tout ça, ensemble. Allez, c'est bon? Allez, c'est parti. On confond souvent l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement la différence entre ces deux pratiques? Alors en fait, l'hypnose de spectacle, on va être sur se divertir. Ça va être juste la finalité qui va être différente. Tandis que l'hypnose thérapeutique, on va aller chercher à calmer quelque chose ou soigner quelque chose. L'hypnose de spectacle, tu viens pour regarder un show, te faire plaisir. Et l'hypnose thérapeutique, tu viens vraiment parce que tu as une problématique à régler dans ta vie. Les deux nuances que je donnerais. Et comment on devient hypnothérapeute? Alors pour ma part, j'ai fait une formation pendant à peu près 1 an. On passe différents niveaux. On a un niveau technicien, puis ensuite un niveau praticien, puis praticien 2, puis maître praticien. En règle générale, c'est ce qui se fait donc sur les thérapies brèves. Ça peut être aussi en sophrologie. Donc moi, j'ai fait 1 année, à peu près 1 année et demie, et j'ai passé niveau technicien et praticien. Et ça s'apprend comment? Du coup, c'est juste 1 seule année? Ça me paraît... C'est très court, ouais. C'est intensif? C'est intensif. Alors, on est sur de la théorie. Donc tout ce qui est théorique en termes d'hypnose. On ne va pas rentrer non plus dans des détails très poussés sur les neurosciences, mais on va beaucoup pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on parle de niveau praticien, parce que c'est beaucoup la pratique qui te fait gagner un peu en expérience sur la technique. Vous pratiquez comment? C'est entre élèves? Ouais, c'est ça. C'est vrai? Donc au début, en fait, on pratique entre nous quand on est en cours. On fait avec les uns sur les autres pour voir un peu comment on s'en sort en fait en termes d'hypnose. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on dit regarde là, il y a cette telle technique que tu devrais développer avec tel type de personne, parce que du coup, on se confronte à différentes personnalités, différentes sensibilités, et c'est comme ça qu'en fait, on apprend. Et entre vous, est-ce que vous voyez la différence de potentiel, peut-être? Alors oui, il y a des différences, justement. C'est très subjectif, l'hypnose. Moi, je dis toujours qu'on a du mal aussi à le qualifier ou à avoir des résultats et à dire, ça y est, c'est sûr, l'hypnose, ça marche à 100%, parce que c'est tellement propre à chacun. C'est-à-dire que c'est les goûts et les couleurs, c'est ta sensibilité, c'est ton histoire de vie qui va influencer, en fait, ta manière de réagir à l'hypnose et ta sensibilité, du coup. Bah oui. Comment tu peux définir, la perte de contrôle ou le contrôle de toi-même par l'hypnose? Déjà, c'est deux choses différentes. C'est pas la perte de contrôle, est-ce que tu réapprends à contrôler ton corps ou C'est complètement ça. Ouais. Enfin, ton mental. C'est plus le mental ou c'est plus le corps, en fait, déjà? C'est un peu des deux. Tu commences déjà par le mental, et puis en fait, il y a une réaction au niveau du corps. Donc, les deux vont ensemble. Mais la perte de contrôle, je sais que c'est un sujet qui est hyper touchy. En hypnose, les gens ont peur de venir faire de l'hypnose parce qu'ils se disent je vais perdre le contrôle ou je vais dire des choses que je ne veux pas dire. Et en fait, on a l'impression que la personne prend le contrôle sur l'autre. Alors qu'en fait, on garde toujours son libre arbitre. Oui, bien évidemment, il y a un temps de réaction qui est un petit peu plus, on va dire, plus long que la moyenne, parce que du coup, tu es dans un état un petit peu second, un état un peu plus relâché. En fait, c'est pour ça que les gens ont peur. C'est qu'ils se disent mais comment cette personne, avec de la suggestion, avec de la parole, elle a pu m'amener dans cet état? Alors qu'on est en co-création, en fait, quand on est en hypnose. C'est-à-dire que c'est toi et moi qui faisons la séance. Ça se fait pas tout seul. Oui, mais t'es toujours... on t'appelle un patient ou un client. Et toujours... Moi, j'appelle ça les clients. Voilà, toi, t'appelles ça les clients. Parce que je suis pas médecin. Voilà, donc c'est une subtilité. Parce que t'as des médecins qui sont hypnothérapeutes aussi. Alors, il y a des médecins qui sont formés à l'hypnose, comme des infirmiers, des infirmières. Donc, ils utilisent la technique, comme nous, praticiens. Mais par contre, moi, je fais la différence. J'appelle pas mes clients des patients parce que je n'ai pas de parcours médical, une formation médicale. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tes clients ont peur du contrôle? C'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre la conscience de ce qu'ils te disent ou de ce qu'ils font, un petit peu comme on voit dans les spectacles, que tu as l'impression que les personnes sortent de leur corps et ils sont plus là. Ouais, c'est ça. Un peu marionnettes. Comme des marionnettes, c'est ça. Je comprends parce que du coup, aujourd'hui, l'hypnose, c'est beaucoup connu par l'hypnose de spectacle. Notamment les spectacles de Mesmer, c'est l'un des hypnotiseurs les plus connus. Et en fait, je comprends cette peur parce que quand on vient dans un hypnose de spectacle, on voit la personne faire des choses et on se dit mais comment est-ce que la personne, elle arrive à prendre le contrôle sur elle? Mais quand tu vas dans une hypnose de spectacle, tu pars déjà dans un commun accord. Ton inconscient, il est prêt à se divertir. Tu as acheté tes billets ou tu viens accompagner. Tu es déjà dans un « je vais le faire »
faire et il va se passer ce qui va se passer. Et puis bien évidemment, il y a des personnes qui ont une sensibilité plus rapide, même si je pense personnellement que tout le monde peut entrer en état d'hypnose, il y a juste des personnes qui mettent un peu plus de temps à y aller. Et en fait, quand on a cette impression de perdre le contrôle, elle n'est pas réelle. On n'est pas inconscient. C'est-à-dire qu'on est toujours très conscient. Demain, je te mets en état d'hypnose, je te dis va me chercher un couteau dans la cuisine et blesse-toi. Tu vas tout de suite revenir en conscience et me dire qu'est-ce que tu me racontes. Ah voilà. Bah oui. Non, c'est pas possible. C'est pas tu n'existes plus et en fait tu prends le contrôle. Non. T'as une télécommande et puis tu dis voilà comme tu dis, prends un couteau, blesse-toi et puis après tu reviens. En fait, tu peux ressortir de l'hypnose. Complètement. Et les gens ont peur de rester bloqués. C'est une question qui est revenue. Les gens se disent, mais ça se trouve, je vais rester bloqué en état... Non, on reste pas bloqué en état d'hypnose. Et c'est là où, en fait, on connaît pas assez la technique parce qu'on l'est très souvent dans notre journée en état d'hypnose sans même qu'on s'en rende compte. C'est très naturel. C'est pas un état qui nécessite vraiment une manipulation excessive, etc. Oui, il y a une forme de manipulation qui est positive et bienveillante, mais pour aller là où tu as besoin d'aller, c'est-à-dire que de toi-même, tu peux pratiquer déjà l'auto-hypnose. Après, si tu as besoin et que tu as tes limites et que tu veux de l'aide, là, tu viens faire appel à un hypnothérapeute. Est-ce que les séances, du coup, dans tes séances, les gens ne sont pas dans un état endormi, non, dans un état éveillé? C'est ça. L'hypnose, ça se fait principalement éveillé. Oui, tu es dans un état de conscience. C'est-à-dire que moi, j'aime bien dire qu'on ouvre une petite brèche entre le conscient et l'inconscient. Et du coup, en fait, tu arrives à calmer ton conscient, parce que c'est ce qui est nécessaire pour rentrer dans l'état hypnotique. Tu es dans on appelle ça un état de conscience modifié. Donc, tu restes en conscience. Tu es conscient de ce qui se passe. Tu entends ce qui se passe. Parfois, il y a des personnes aussi qui sont un petit peu déphasées. Et c'est encore une fois, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des personnes qui vont entrer en état d'hypnose qui vont ressentir un état très très léger. Et il y en a d'autres, ça va être très très lourd. D'accord. Et ça, encore une fois, ça dépend de ton éducation, de ce que tu as pu ressentir comme expérience au niveau sensoriel et ce que ta mémoire a enregistré. Mais tu restes en état de conscience, oui. Par rapport à ton activité, toi, tu aides les gens à se sentir mieux, en bien-être, ou quelles sont les demandes en fait, de tes clients? La plupart du temps, ça va être beaucoup de stress et d'anxiété. Ouais. J'ai beaucoup ça qui revient parce que aujourd'hui, c'est un petit peu le mal du siècle. Quand c'est des traumas qui sont un petit peu plus poussés, moi, je demande toujours un accompagnement médical, que ce soit un médecin traitant, un psychiatre ou psychologue. Parce que si tu veux, en état d'hypnose, on va traiter des choses du passé, mais on ne va pas rentrer pour aller chercher des prises de conscience comme un psychiatre ou un psychologue, par exemple. On utilise une technique qui vient un petit peu recalibrer en fait tes transmetteurs au niveau de ton cerveau, qui vient un petit peu... on va dire, faire un peu le ménage dans ta mémoire de ce que tu as pu vivre comme expérience négative pour ensuite calmer ton système nerveux. Après, l'hypnose a ses limites. C'est pour ça qu'on dit que c'est un soin complémentaire. D'accord. Oui, c'est complémentaire. Mais du coup, ça aide quand même à déverrouiller en fait, certaines clés pour arriver à un bien-être. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes justement qui ont du stress chronique, etc. Donc ces personnes-là vont venir te voir, ou en tout cas ta profession, pour débloquer et apaiser et redevenir, on va dire, dans un état plus calme, plus serein. Complètement. En fait, les personnes ne savent pas trop comment fonctionne leur cerveau. Et si on part du principe que le cerveau, c'est un muscle, comme tes biceps, plus tu vas travailler ta neuroplasticité et plus tu vas résoudre des problématiques dans ta vie du quotidien. Et ça passe donc par toute forme de gestion émotionnelle. Et le stress fait partie de la gestion émotionnelle. Aujourd'hui, en fait, on se met juste en mode automatique et on s'habitue à certaines choses. Donc, de la fatigue chronique, j'ai une boule au ventre à chaque fois que je vais prendre la parole dès que j'ai une réunion au travail. J'ai une boule au ventre quand je pars le matin au travail. Tout ça, en fait, c'est des habitudes et des automatismes que ton cerveau t'envoie un petit peu comme des symptômes d'alerte, mais tu peux continuer comme ça pendant 20 ans. Ah oui. Et c'est ça qui est dangereux. Et subir. Et subir, complètement. Et en fait, toi, tu te dis, non, mais j'ai l'habitude. Non, c'est pas normal de ressentir du stress, c'est pas normal d'avoir des contractions au niveau du corps, c'est pas normal d'avoir des maux de tête constants. Moi aussi, j'ai des personnes qui viennent uniquement pour ça. J'ai tous les jours des migraines. Non, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le cerveau va continuer à t'envoyer le symptôme jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut que tu rééquilibres ton système nerveux. Ouais. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir justement pour leur relation de couple? Oui. Donc là, ça va au-delà de l'hypnose, du coup. On rentre un petit peu dans l'histoire de vie de la personne. Donc là, moi, je recalibre toujours en disant j'ai une gestion émotionnelle à faire. Là, ça va être quoi? Ça va être est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que c'est une rupture, par exemple? Ou est-ce que on essaie d'arranger les choses et malgré tout, il y a de la frustration peut-être?
Et donc en fait, je vais aller chercher c'est quoi l'émotion qui te bloque en fait au quotidien dans ton couple. Et puis ensuite, le premier protocole que je fais, c'est d'abord d'aller traiter le symptôme. C'est-à-dire, est-ce que je me sens tendue, je suis vite en colère, j'ai de la nervosité. Et ben je demande à la personne, ok, comment elle se traduit ta nervosité? Moi, si je devais ressentir ton état d'énervement quand il a oublié la baguette le matin, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ah ben je me sens tendue, j'ai le corps qui se tend, j'ai des maux de tête, j'ai des sueurs chaudes, j'ai le cœur qui palpite. Là, on va aller en état d'hypnose pour calmer déjà ces symptômes. Est-ce que c'est un travail de couple ou c'est un travail sur soi? Alors, moi, je dirais plus que c'est un travail sur soi. Parce que ton système nerveux ne va pas correspondre au système nerveux de ton chéri ou de ta chérie. Vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas la même sensibilité, vous n'avez pas la même éducation, donc vous allez réagir peut-être différemment. Vous allez peut-être avoir des similitudes sur certaines choses, mais chacun a son unicité pour aller chercher, on va dire, son médicament, son soin. Donc non, c'est propre à chacun. Moi, j'ai jamais fait de thérapie de couple, par exemple. C'était soit l'un, soit l'autre qui venait en fait en séance pour traiter en fait le problème. Et d'après toi, la charge mentale, elle est plus élevée chez la femme ou chez l'homme? Je vais être très cliché, mais chez la femme. Ouais, chez la femme. Parce que du coup, là, c'est plutôt sociétal. Clairement, c'est mon avis. C'est sociétal. C'est-à-dire qu'une femme va avoir plus de charge mentale, surtout si elle a des enfants, parce que du coup, c'est un petit peu elle qui porte l'enfant. Donc du coup, elle a ce petit fardeau, on va dire, ce fardeau, et qui va en fait faire que ça y est, son rôle est prédéfini, c'est elle qui a l'instinct maternel, c'est elle qui doit penser, et donc instinctivement elle va vouloir elle aussi entrer dans son rôle sans même qu'on lui demande. Il y a une pression en fait sociétale qui vient et qui se met en place, et du coup ça se traduit comment? C'est peut-être moi qui vais me lever un peu plus pour aller m'occuper du petit, c'est moi qui vais penser à toute la liste de courses ou des choses comme ça, c'est moi qui vais aller acheter les vêtements. Alors aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'il y a de plus en plus de couples qui se partagent justement cette charge mentale, mais c'est vrai qu'en majorité, moi, en tout cas dans mon cabinet, j'ai plus de femmes qui viennent pour la charge mentale, même s'il y a des hommes aussi. D'accord, oui, voilà. Mais non, il y en a. Mais comme tu dis, tu soulignes parfaitement, on ressent aussi que c'est la femme qui a plus de charge mentale. C'est ça. Mais il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui sont monoparentales. Oui. Donc ça accentue aussi ce phénomène. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, les hommes qui sont venus sont en monoparentalité. Ah ouais, oui, voilà. Donc du coup, ils se retrouvent confrontés à la charge mentale qu'ils n'avaient pas avant, parce que malheureusement, c'est inconscient, c'est pas forcément voulu, c'est pas quelque chose, je pointe pas du doigt les hommes, mais des fois, c'est vrai que c'est très inconscient ce truc, et là, pour le coup, ça sort du cadre juste, nous, notre personne dans notre couple, c'est vraiment la société qui fait que implicitement, on donne ce fardeau à la femme plus qu'à l'homme, Est-ce qu'il y a des incidences sur la charge mentale? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil qui sont liés à ça? Un peu l'énervement aussi lié à ça? Moi, les femmes qui viennent me voir, et les hommes, pour la charge mentale, c'est premier truc, on me dit, je suis constamment fatiguée. Donc c'est de la fatigue chronique. Je stresse tout le temps. J'ai mon cerveau qui s'arrête jamais. Surtout le soir, au moment d'aller dormir, je pense à tout ce que je dois faire. Et ça, c'est la charge mentale, l'anticipation de tâches. Et donc, en fait, ça tourne en boucle. La rumination, fatigue chronique, maux de tête après qui se dégage de... Et puis la nervosité, l'irritabilité, je dirais plutôt. C'est-à-dire qu'on vient demander quelque chose en plus, la coupe elle est pleine et on vient rajouter en fait ce truc et du coup on a des réactions démesurées. Moi j'ai eu un papa aussi qui avait beaucoup de nervosité, qui était venu pour ça, très colérique, et en fait c'était invivable pour son entourage et il est venu traiter avec l'hypnose donc la colère. Et ça s'est très bien passé, il a atténué ce truc-là, il a compris d'où ça venait. En fait il y a aussi tout ça qui se fait... Et justement, comment tu arrives à trouver les mots? En hypnose, en suggestion hypnotique. Je me base beaucoup sur ce que la personne me donne comme information quand on commence la séance. C'est-à-dire que je la laisse beaucoup parler, je la laisse ressentir. Généralement, quand on est devant une personne qu'on ne connaît pas, on a une émotion un peu brute qui sort. Des fois, on se dit « je comprends pas, je me mets à pleurer, c'est plus fort que moi ». Bam, c'est l'inconscient. Et moi, je laisse ce truc se réveiller tout seul, en fait, en séance. Et moi, ça me donne vachement de clés. Du coup, moi, je note, je suis là, j'observe. On est beaucoup dans l'observation et on calibre. On appelle ça de la calibration. C'est-à-dire qu'on se met au niveau de la personne, c'est-à-dire « je suis énervée ». Ah oui, et pourquoi? Presque en mimétisme. Et en fait, on va aller titiller un peu l'inconscient bien avant d'aller dans l'état hypnotique. Déjà, en fait, ce qu'on appelle la période de l'anamnèse, avant de démarrer la séance, je suis déjà en train de calibrer où se situe l'inconscient. Et en fait, grâce à ce que la personne va me donner, moi, je vais repartir et donner... Exactement. Voilà, on va dire recontextualiser, réécrire un peu l'histoire de ce qu'elle a pu vivre, etc. Et calmer le système nerveux et ensuite apaiser l'émotion.
Donc ce sont des séances qui ne sont pas très longues, tu me disais. Alors, chaque praticien et thérapeute fonctionne différemment, mais en moyenne, on fait 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je sais que ça peut aller de 30 à 45 minutes d'état hypnotique, mais après, on prend quand même un petit quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes parfois pour discuter, et justement, que je puisse aller chercher justement ces informations qui vont m'aider à avoir le protocole à appliquer pendant la séance. Et en fait, ça aide après, du coup, pour dormir, avoir un meilleur sommeil. Complètement. Une meilleure alimentation, peut-être pas, non? Alors, le sommeil, oui, ça c'est sûr et certain, parce que vu qu'on travaille au niveau du cerveau, et que c'est ton cerveau qui t'empêche de dormir, parce que tu penses à plein de choses. Là, je vais rentrer un peu... alors, je ne suis pas neurologue et je ne suis pas neurochirurgien, mais j'ai quelques petites notions de neurosciences. Quand tu suranalyses quelque chose, c'est ton cortex préfrontal qui est actif. Donc là, tu es dans on va dire, dans un cheminement sympathique, on appelle ça. Donc tu as 2 côtés, tu as le parasympathique et tu as le sympathique au niveau du système nerveux. Quand tu actives ton côté sympathique, tu es dans l'action, dans j'analyse, qu'est-ce que je dois faire, et beaucoup plus dans le conscient, finalement. Quand tu veux activer ton cheminement parasympathique, là, il faut de la détente, du relâchement. Le parasympathique, par exemple, ça va être la digestion, par exemple, qui se fait toute seule. Après le sport, la récupération musculaire. Ça va être, en fait, tout ce qui est un peu action passive que le corps fait de façon automatique. Respirer, par exemple. On ne pense plus à respirer, on ne pense plus à marcher. Ça, c'est le côté parasympathique. Moi, je suis prof de yoga, donc du coup, quand on est en yoga, on active ce côté parasympathique, surtout pendant toute la séance et surtout à la fin. Et en fait, c'est, typiquement, je vais donner un autre exemple. Quand tu sors d'un spa, tu es détendu, tu as activé ton côté parasympathique. Quand tu es en état d'hypnose, tu viens activer ton parasympathique. Et du coup, forcément, tu prépares ton conscient et ton inconscient à du repos, à du relâchement, à de la détente. Et en fait, on appelle ça avoir une sécurité émotionnelle. Tant que ton conscient n'est pas dans une sécurité émotionnelle, il n'arrivera pas à relâcher. Il sera toujours tendu et sur le qui-vive et en hypervigilance. Et donc, c'est ton cortex préfrontal qui se calme, qui s'apaise. Et du coup, tu laisses un petit peu le côté parasympathique s'activer. L'hypervigilance. C'est ça. Ouais, donc ça, en fait, ça te freine et ça te bloque un petit peu complètement ton mécanisme de repos. C'est ça. C'est exactement ça qui se passe quand tu fais une insomnie, quand tu as des réveils nocturnes, quand tu as du mal à t'endormir. C'est cette hypervigilance qui est constante. En fait, t'es en alerte. Tu es constamment en alerte. Ton cerveau a besoin d'anticiper quelque chose, d'anticiper un danger. Et en fait, il se met comme ça parce que tu as tellement répété. Et lui, en fait, le cerveau, il sert à 2 choses. Prévoir, anticiper et te protéger, survie. Et donc, en fait, ces 2 choses, il l'intègre, il dit « Ok, là, il s'est passé ça, ok, là, j'ai dû mettre en hypervigilance pour ça, j'ai dû agir de telle manière, je garde. » Et je le mets en automatique dans mon cerveau. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu vas reproduire, ne serait-ce qu'une petite... ça va être infime, même si c'est juste un stimulus qui va être complètement rien à voir avec la situation que tu as pu vivre auparavant, qui était peut-être plus dramatique, le cerveau va se mettre un peu dans ce schéma automatique. Si tu viens pas le travailler... Si tourne en boucle... C'est ça. Et en fait, il est linéaire, il est binaire un peu, surtout l'inconscient. Est-ce que l'utilisation des smartphones, ça... C'est une catastrophe. Voilà. On le fait tous. Hein. Les smartphones viennent, en fait, si tu veux, quand tu scrolles, tu envoies un peu cette dopamine rapide. Et là, par exemple, tu utilises des neurocircuits rapides. Sauf que quand tu fais ça, tu viens utiliser ton cortex préfrontal et pas ton côté parasympathique. Tu utilises ton côté sympathique. Donc du coup, tu viens stimuler ce truc d'hypervigilance. Et tu as... Donc c'est de l'hypervigilance déguisée parce que tu as l'impression que ça fait du bien parce que tu as des shots de dopamine, parce que du coup la nouveauté, une vidéo, une autre, et du coup ça t'envoie des micro-shots de dopamine qui te font du bien, mais qui te font pas du bien finalement. Et en fait, l'inconscient, lui, n'a pas de cette notion. Il n'est pas dans l'analyse, il est dans l'émotion et le ressenti. Lui, il se dit, ça me fait du bien, j'adore, je continue. Parce que ça empêche des gens de dormir. Échappatoire, exactement. En fait, ils sont hypnotisés. Ils sont absorbés, c'est ça. C'est un état hypnotique. Ils sont hypnotisés par le téléphone. Et ils peuvent rester, ils ont l'impression de rester 10 minutes alors qu'ils y sont depuis 3 heures. Voilà. L'état hypnotique, en fait, te fait perdre aussi la notion du temps. Quand tu es en séance, tu perds la notion du temps, de l'espace. Et donc, c'est pareil. Quand tu es sur ton téléphone et que tu scrolles, c'est pour ça que je dis qu'on est très souvent en état hypnotique. Mais comment est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on l'utilise à bon escient ou à mauvais escient ? Est-ce que scroller, c'est être hypnotisé ? Complètement. Quand tu regardes un film et que tu es absorbé, tu es dans l'état d'hypnose. Oui, le film. Après, le film, tu as cette notion du temps quand même, plus que le scroll. Hein. Oui, après, ça dépend de la sensibilité de chacun. Ça dépend à quel point le film t'intéresse, à quel point tu es absorbé. Mais si tu as déjà regardé un film qui te fait peur
la peur qui se réveille. Ouais. Quand tu regardes un thriller et que t'es comme ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil, c'est un état hypnotique. Et encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Et c'est là où nous, on l'utilise un peu comme un levier en hypnose. Quand on est en état d'hypnose, on va utiliser tout ce qui est imagination et visualisation pour aller t'amener du positif, calmer le système nerveux, te faire revivre du repos et réhabituer en fait de nouveaux automatismes. Donc, ce qui est constructif, c'est l'état de repos. Alors, il faut les deux. Il faut quand même que ton cortex préfrontal fonctionne, sinon tu n'avances pas dans ta vie, tu ne fais pas de projet, tu ne travailles pas. Mais il faut un équilibre, en fait. Et aujourd'hui, ça c'est mon avis, je trouve que la société dans laquelle on vit, la façon dont sont rythmées la plupart du temps nos journées, on est beaucoup trop stimulé par les notifications, par les sollicitations, par même au travail. Ça peut être donc le téléphone, ça peut être aussi les mails, ça peut être. Il y a beaucoup trop de sollicitations et du coup on active beaucoup trop notre cortex préfrontal et du coup on est trop en hypervigilance. Et pareil, la répétition fait que lui il va ancrer, il va dire ok. Alors que si tu apprends à désancrer ce truc, lui il va retrouver un équilibre. Les gens qui font de la méditation retrouvent de l'équilibre. Les gens qui ont cette habitude de vider la tête avec le sport retrouvent cet équilibre, pareil. Tu as des bips partout, les notifications. Donc, téléphone, mail, voiture, exactement. Machine à laver, machine à café, machine à ceci, machine à cela. T'es tout le temps stimulé. Moi, j'enlève les notifications parce que c'est ça. Plus, ça me, apprendre à se mettre en mode avion. Apprendre à couper un peu. Ouais. Même si t'es pas en mode avion, tu le mets en silence. Je veux pas de notifications. À partir d'une certaine heure ou même dans la journée, tu vois les notifications. Ouais. Et c'est quand tu vas dans l'application que là, tu vois les messages. Enfin, ça, c'est... Moi, je suis comme ça parce que sinon, en fait, t'es submergé de Exactement. de bip. T'es submergé et du coup, tu t'arrives plus à réfléchir. T'es plus concentré sur ta journée. Et le cerveau, il sait pas faire ça. Le cerveau, il a besoin de faire une tâche après l'autre. Et puis, il a besoin aussi de repos pour récupérer, en fait, la récupération. Est-ce que, du coup, ça a joué sur l'augmentation des burn-out? Complètement. Le burn-out, c'est la surstimulation. Le burn-out, il y a deux facteurs. Soit tu n'es pas bien dans ton travail parce que l'environnement n'est pas très sain, il y a une toxicité, peut-être au niveau des collègues, du managériat, peu importe. Ou soit il y a une charge, et des fois les deux, soit il y a une charge de travail qui est beaucoup trop importante pour ce que tu peux faire. Donc là, c'est un peu de la vigilance aussi au niveau de la société à avoir. Mais tu as ta propre vigilance aussi à avoir, à écouter ton corps, écouter comment tu te sens. Mais ce n'est pas normal d'aller la boule au ventre au travail. Parce que tu as des signaux, justement, la boule au ventre. Signaux. C'est un signal qui est assez fort. Très fort, très très fort. Et il faut l'écouter. Malgré ça, parce il y en a beaucoup qui repartent au travail. On a l'impression de ne pas avoir le choix, mais on n'a pas le choix, on doit payer un loyer, donc on va au travail. mais en fait, si vous voulez, quand les signaux arrivent, il faut l'écouter, il faut se dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant? Il faut être pragmatique, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle conversation j'ai eue? Avec qui m'a fait déclencher? Quel a été le stimulus? Quels sont les stimulus qui ont réveillé ma boule au ventre? Parce que la boule au ventre, c'est ton cerveau qui t'a envoyé un message via les neurones, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est est-ce que je suis encore alignée dans mon boulot? Et après, il faut se poser aussi un peu des questions un peu fondamentales. Parfois, c'est juste un réajustement à voir. C'est j'ai été trop surchargée cette semaine, trop sollicitée, j'ai besoin de calmer et de lever le pied. Et parfois, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est je suis vraiment pas bien au travail et là, je vois que c'est pas du tout ce que j'aime et c'est pas du tout ce qui est fait pour moi. Si tu as une avalanche d'événements qui arrivent, donc c'est boulot, couple, famille, tout qui arrive, ça peut être compliqué. Et il y a des choses aussi, ça peut aussi se manifester par des plaques, de l'eczéma, des choses cutanées aussi. Oui. Il faut écouter son corps. Exactement. Tous les symptômes sont à écouter. Cutanés, sensoriels, maux de tête, vraiment, il y a même pareil, les tremblements au niveau de la gorge, dès qu'une boule dans la gorge, c'est parce qu'on a besoin de libérer la parole. On a quelque chose qui coince, il y a quelque chose assez symbolique un petit peu dans les thérapies brèves. Moi j'aime bien parce que du coup on se dit mais ok, on vient travailler une émotion c'est complètement irrationnel. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas comment elle se déclenche, c'est propre à chacun. Il y a une personne qui va être en colère par rapport à une situation, il y a d'autres qui vont être moins en colère. C'est très irrationnel et très subjectif. Et puis après c'est juste un peu apprendre un peu à se connaître. C'est ça. Et en fait faut se dire que, alors ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est chouette d'avoir des symptômes. Ah bon? Oui, parce que bizarre. Du coup, oui, c'est bizarre. Mais parce qu'en fait, tu apprends à te connaître. Ton cerveau, il est en train de te guider, te donner un GPS et te dire va pas à droite, va plutôt à gauche. Ouais. Et en fait, tu apprends juste à te connaître. Et tu apprends, en fait, plus tu vas t'écouter, plus tu vas comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et plus tu vas muscler ton cerveau avec de la neuroplasticité, à être flexible, en fait. L'émotion, elle va être là, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. La vie n'est pas juste, on le sait dès le départ, il y aura de l'injustice. Mais
c'est ta capacité à être résilient et à accepter et à laisser passer l'émotion et à aussi l'écouter et à dire ok, là j'ai compris un truc, ok, faut peut-être que je change ça, que je rajuste ça. C'est ça qui va te permettre d'être bien en fait dans ta vie. Ouais, d'être apaisé, d'être apaisé et d'avoir confiance en soi. Confiance en Est-ce soi. que la confiance en soi, ça peut se gérer par l'hypnose? Oh, complètement. Moi, je dis déjà, la confiance en soi, c'est un travail qu'il faut faire toute la vie. Je suis convaincue de ce truc où même si tu as confiance en toi dans ta vie, ça fluctue. C'est-à-dire que c'est pas un truc inné que tu as dans le sang parce que tes parents étaient sûrs d'eux, ça y est, tu vas l'être. Ouais. Ça va forcément influencer parce que l'éducation qu'ils vont te donner, c'est comment tu vas grandir qui va influencer ta confiance en toi. Mais après, c'est tes expériences de vie. C'est plus tu vas vivre des expériences où tu t'es senti en inconfort, en difficulté, moins tu vas avoir confiance en toi. D'accord. Et en fait, tu vas garder aussi ce truc. Et c'est là où c'est très important de le comprendre. Ta mémoire n'est pas une vérité générale. C'est pas parce que le mec t'a trompé ou la nana t'a trompé 10 fois que ceux d'après vont te tromper. C'est une expérience passée qui va être enregistrée dans ta mémoire et lui, en fait, ton conscient et ton inconscient, ils vont juste se baser sur ça. Donc c'est à toi d'aller chercher la nouveauté, l'inconnu et de combattre un peu cette peur de l'inconnu pour bouger un petit peu cette confiance en toi. Et ça va t'ouvrir, en fait, ça t'ouvre tellement de portes. Moi, je trouve que la confiance en soi, c'est même un soin par rapport à tous les mots que tu peux avoir. C'est ça. Oui, c'est un soin. Ouais. Et comment tu fais l'auto-hypnose? Comment ça se pratique, l'auto-hypnose? Alors, l'auto-hypnose, c'est très simple. En fait, tu commences déjà par la respiration. Ça va être des exercices d'imagination. Ça va être habituer ton corps à juste de l'ancrage, c'est-à-dire retrouver l'essence en fait au niveau du toucher, de l'écoute. C'est retrouver une connexion un petit peu avec toi-même. Et ça, en fait, les gens n'ont pas l'habitude parce qu'ils sont complètement speed et non, mais speed parce que comme tu dis, on est surstimulé tous les jours. Donc t'as pas le temps de te poser et penser à autre chose. Ouais. Et en fait, c'est apprendre ou réapprendre, parce qu'on sait le faire, juste à t'asseoir, sentir tes pieds au sol, écouter ta respiration, écouter ce qui se passe autour de toi. Ce côté un peu où tu flânes. Ce côté où tu es en contemplation de ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est un état hypnotique. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'être dans un état très profond, mais c'est juste de rentrer un petit peu en connexion avec mes sens et mon environnement autour de moi. Par contre, tu pars en randonnée, excuse-moi de te couper, tu pars en randonnée, tu fais une randonnée, tu arrives en haut d'une montagne, tu t'assois, tu contemples le paysage et tu respires, et ça, c'est une forme d'hypnose. Ouais. Tu peux rentrer dans un état hypnotique très profond quand tu vas dans ce genre d'endroit parce que déjà tu sors de ton environnement d'habitude. Donc le cerveau il capte ça, il se dit ok, là j'ai pas l'habitude de ça, c'est chouette, c'est calme, c'est apaisant, ça fait du bien. Et en fait, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu viens activer ton côté parasympathique. D'accord. Très naturellement. Et en fait, après, il te suffit juste de fermer les yeux. Même sans fermer les yeux, tu peux rentrer dans un état hypnotique. Tu sais, quand tu fixes un point et que tes parents te disent « Ouh, réveille-toi !» Bah ça, c'est un état hypnotique où tu vas pouvoir aller chercher du bien-être. Par contre, quand tu es dans ton état hypnotique, là, il faut t'amener de la suggestion. Et généralement, de la suggestion positive pour te sentir bien. C'est-à-dire que si on a déjà été en état d'hypnose, tu es dans le train, tu regardes à travers la fenêtre, tu pars ailleurs dans tes pensées. C'est de l'hypnose. Donc tu pars, tu regardes à travers la fenêtre et tu penses à un souvenir agréable, je sais pas, un fou rire que tu as eu avec des amis. Et ben tout de suite, tu vas te mettre à sourire bêtement. Oui. C'est déjà la capacité du cerveau à ne pas faire la différence entre l'imaginaire et ce qui se passe en réalité. Il faut l'utiliser, ce truc. C'est génial. On a l'impression que c'est de la magie. Mais oui, c'est presque magique. Quand les gens disent « Ah, ils rigolent tout seuls, quoi. » Ils rigolent tout seuls, c'est ça. Mais c'est génial. Ça veut dire que tu peux calmer instantanément ton corps. Si tu es en situation où tu n'es pas bien, tu peux calmer ton corps et changer ton état d'esprit. Et plus tu vas cultiver ce truc, plus tu vas habituer ton corps à le faire naturellement sans même que tu aies besoin d'entrer dans un état hypnotique. Tu vois ? Oui, donc en fait, c'est de l'entraînement quand même. Exactement. Par contre, c'est de l'entraînement. Et c'est là où les gens sont un peu feignants. C'est comme la méditation, les gens sont un peu feignants. Faire 10 minutes de méditation, c'est prouvé dans les recherches scientifiques que ça fait que du bien au corps. Ça te baisse le stress, ça t'aide à mieux dormir. C'est le même principe. D'ailleurs, que l'hypnose aussi, la méditation, ont les mêmes vertus. Ah oui, donc c'est vraiment... En fait, c'est quelque chose qu'on peut... c'est l'autodiscipline. Complètement. Et Ouais, c'est compliqué, hein. Enfin, pour moi, ça me paraît compliqué. Mais quand tu me donnes certains exemples, c'est des exemples, en fait, de la vie de tous les jours. Ouais. Mais parce qu'en fait,
Et ça, c'est OK. L'hypnose de spectacle nous sert et nous dessert. Ouais, parce que, en fait, voilà, dans l'inconscient... Dans l'inconscient, on a une image de l'hypnose hyper... Voilà. À 3, je claque des doigts et puis tu fais la chouette, quoi. Ça. Alors, c'est tout à fait possible. Mais c'est l'effet waouh, on a envie de vous donner du show, vous êtes là vous avez payé pour voir du show. Donc oui, c'est possible. Le public est sélectionné, etc. Voilà, il y a tout un stratagème aussi qui est mis en place pour les spectacles d'hypnose. Mais c'est réel, c'est pas du faux. C'est réel, c'est parce que la personne aussi entre dans ce commun accord, comme on a dit, pour aller chercher cet état hypnotique. L'état hypnotique, moi, c'est vrai que ça me paraît un peu beaucoup spectacle. Et la façon dont tu l'expliques, ça paraît, en fait, ça paraît naturel. C'est naturel. Tu vois ? C'est très naturel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut complètement démystifier ce truc. L'hypnose, ce n'est pas de la magie. Je n'ai pas un pouvoir dans mes mains. C'est vraiment une technique que tout le monde peut apprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein d'hôpitaux qui utilisent l'hypnose. Je sais qu'il y a un hôpital pilote aussi, le CHU de Bordeaux, où ils ont complètement un service qui est intégré avec les autres services de médecine intégrative. Donc eux, ils ont un service neurologique où là, on peut aller chercher à faire de l'hypnose pour les services oncologie, donc tout ce qui est suivi cancer et les douleurs. On peut traiter donc l'hypnose avec l'hypnose analgésique, on appelle ça, calmer les douleurs, etc., de façon naturelle. On peut faire des opérations sous hypnose. Donc là, aujourd'hui, on peut mixer un petit peu donc, la petite dose pour anesthésier, réduire la dose pour qu'il y ait une meilleure récupération et beaucoup moins de risques, du coup, au réveil d'une opération, et faire une partie hypnose. Donc après, pour contrebalancer en fait le dosage, pour éviter qu'il y ait des complications, pour amener un réveil beaucoup plus agréable après une opération, parce que souvent quand on a eu des doses très fortes d'analgésiques, on a du mal, on a de la lourdeur, etc. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, et en fait quand on vient utiliser l'hypnose, on réduit tout ça. On vient, en fait notre corps il est capable de le faire. C'est juste qu'il faut l'entraîner. Et les gens en fait se disent c'est incroyable, non, c'est à portée de main de tous. Et moi, c'est ce que j'essaie de... Mais tu peux aller quand même plus loin, tu peux quand même... C'est quand même incroyable, l'hypnose. C'est notre cerveau qui est incroyable. Oui, le cerveau est incroyable. C'est le cerveau qui est incroyable. Mais la technique de l'hypnose, elle demande de l'entraînement. Tu peux hypnotiser quelqu'un quand même. Oui, mais elle demande de l'entraînement. Elle demande juste un peu de bon sens, de pratique, de temps pour certaines personnes. Et puis, après, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui vont peut-être adhérer au truc, qui vont dire, bon, moi, je mets du temps à y aller. Ça, c'est pas très agréable non plus, parce que j'ai dit, tu peux avoir une sensation de légèreté comme tu peux avoir une sensation de lourdeur. Il y en a qui... Ça dépend des personnes. Mais si tu sens que c'est ton truc... moi, je prends toujours l'exemple des gens qui écoutent de l'ASMR pour dormir. Oui. C'est de l'état hypnotique. La prière pour les religieux, c'est un état hypnotique, mais c'est un état de contemplation où tu te recentres avec toi-même et tu reviens un peu au corps. Et c'est exactement ce que le corps a besoin. Et si on veut partir dans quelque chose de plus pragmatique, c'est ton côté parasympathique que tu viens activer. Imagine vraiment un curseur, ton système nerveux, et en fait ton système nerveux en hypervigilance, il est haut quand tu actives ton cortex préfrontal, et il se baisse dès que tu rentres en état d'hypnose. Et là, tu viens, t'es détendu. Et comment on arrive à créer du changement dans ta vie par rapport à un truc qui te bloque? Je sais pas, moi, j'ai passé 4 fois mon bac, 5, je le passe une 5e fois, j'ai échoué et tout. Donc déjà, il y a l'expérience qui est enregistrée au niveau de la mémoire, de l'échec. Là, encore une fois, on vient nourrir aussi la confiance en soi, de se dire « je peux le faire, allez, je vais retenter ». Et en fait, on fait un espèce de reset quand on se met en état d'hypnose. On remet tout à zéro et on repart comme si on ne savait rien, on ne connaissait pas, et on refait l'examen comme si on était tout frais, tout neuf. Et ça, en fait, ça vient t'aider pour plein de choses dans la vie. J'ai réussi à perdre du poids, mais aujourd'hui, j'ai repris du poids. Expérience encore négative, enregistrée. Eh bien, viens, on va refaire le reset. On remet un petit peu le reset pour te dire « Ok, je peux le faire émotionnellement. Je vais calmer tout ce qui ne va pas parce que je me dirige vers la nourriture émotionnellement. » Parce que oui, on peut perdre du poids. Alors, je sais que ça paraît fou, mais on peut perdre du poids avec de l'hypnose. Complémentarité, bien évidemment, parce que bien évidemment, il faut aller chercher la nutrition, l'activité physique. Mais en complémentarité, oui, quand tu as un blocage et que tu vois que tu perds pas du poids, même si tu fais tout ça, c'est que c'est émotionnel. C'est qu'à un moment donné, si tu vas grignoter le soir, c'est parce qu'il y a de l'ennui, du vide, du stress. Et donc, on va venir calmer l'émotion. Et donc, t'aider à perdre du poids par conséquent. Et oui, le poids. Et par exemple, pour le permis de conduire aussi. Oui. Permis de conduire,
C'est marrant, j'ai fait mon frère, moi. C'est vrai? Ouais. Je venais de débuter et il me dit, moi j'ai des sueurs. C'était trop drôle. Mais il y en a, ils ont sueurs au niveau du front et sueurs sous les aisselles. Et il me dit, j'ai des coups de chaud. Et puis ça commence à la minute où l'instructeur il lui dit, là t'as mal fait. Dès qu'il y a un truc négatif, en fait... Le chaud, lui, c'était vraiment les coups de chaleur. Donc, je lui fais une séance d'hypnose parce qu'il allait bientôt passer le permis et je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va tester d'abord parce que tu as encore 1 heure de conduite. On va tester sur ton heure de conduite. Et en fait, je fais quoi? Je le mets en état d'hypnose et je lui envoie comme suggestion d'anesthésier complètement ses coups de chaud. C'est-à-dire que coup de chaud sous les... Et là, on est précis, on rentre un peu dans l'imaginaire, on va se balader dans le corps. Enfin, après, ça dépend. Tu peux aller loin dans l'exercice d'imagination. Donc, je pars dans cet exercice d'imagination, je lui donne la suggestion pour aller calmer la chaleur au niveau du front, les sueurs, etc. Il part dans son heure de conduite et il me dit, c'est génial, j'avais un peu l'appréhension, mais j'ai rien eu. Aucun coup de chaud. Et donc même lui, pas fervent de l'hypnose, il me dit oui, moi je sais pas trop et tout, mais il était tellement il avait tellement il n'y arrivait pas et c'était déstabilisant pour lui. Et il a essayé, il a réussi à passer son examen. Du coup, en fait, tu vas toujours avoir l'appréhension parce que je vais pas t'enlever des pensées, mais je vais te calmer tes symptômes. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il avait quand même des sueurs froides. Il n'avait aucune sueur. Il avait l'appréhension. Oui, non, mais il avait avant. Il les avait avant. Oui, à chaque heure de conduite. C'est justement un petit peu comme, parce que moi je suis fan aussi de ce film-là, Inception. Ouais. Tu mets j'adore ce film. La petite idée exactement au bon endroit pour que ensuite ça guérit. Ce film me fascine parce que je me dis, moi aussi, c'est incroyable. Ça existe, c'est possible. Bon, alors je vais pas vous dire qu'on va rentrer dans le rêve puis rentrer dans un autre rêve, mais dans l'idée de Inception où tu viens planter une idée, c'est exactement ça. La suggestion, c'est ça. C'est-à-dire que, tu vois, on peut utiliser la technique pour soigner ou calmer des choses, mais on peut l'utiliser aussi dans le développement personnel ou pour se booster sur certains projets, par exemple. Et là, si tu te dis dans ta tête, je me persuade de quelque chose, je vais y arriver. D'ailleurs, tu écoutes la plupart des gens qui ont un peu une success story, ils avaient ce truc. J'aime bien prendre les situations comme ça, où elle disait tout le temps qu'elle imaginait en fait tout le temps avoir un assistant. Dans son esprit. Voilà. Donc elle a dit qu'elle avait cultivé ce truc, la répétition, encore une fois, la répétition. Plus tu répètes quelque chose à ton inconscient et à ton cerveau, plus il va commencer à y croire. Et donc en fait, c'est pareil. Plus tu vas cultiver ce truc et tout, et qu'en fait, quand tu rentres en état hypnotique, parce qu'on peut le faire dans l'état de conscience. L'état de conscience, on appelle ça la PNL. Donc c'est ou de la préparation mentale. Mais des fois, quand tu as ton cortex préfrontal qui vient et qui te bride parce qu'il veut être dans le contrôle, il veut être dans l'analyse, il pense que non, il faut surtout pas aller là et là. Et tu as des masques en fait. Tu as ton ego aussi qui vient te dire non, va pas là-bas, c'est pas fait pour moi, je n'y vais pas, machin et tout. En hypnose, on enlève tout. Ah oui, d'accord, voilà. Tu es vraiment toi-même à 100%. C'est pour ça que les gens ont un peu peur parce qu'ils se disent je vais dire des choses que je... Non, mais tu peux être toi-même ou est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être hypnotisées et elles changent et les changer? Changer, c'est un grand mot. Tu changeras une personne pas introvertie qui devient extravertie, par exemple. On va pas faire des miracles non plus. Voilà, mais par exemple dans un spectacle où, je sais pas, un artiste qui est très introverti, qui ne s'extériorise pas assez, et du coup, il faut l'hypnotiser parce qu'elle a un potentiel, cette personne a un potentiel fou. Il faut que ce soit cette personne-là. Est-ce qu'on on peut l'hypnotiser pour que... Je vais pas promettre un changement radical. Par contre, je vais promettre que le symptôme qui te met mal à l'aise quand tu veux t'exprimer, il va s'éteindre. Tu anesthésies quelque chose à l'intérieur de toi. Tu viens réguler ton système nerveux, en fait. Voilà. Quand tu te retrouves, en fait, dans une situation où tu sens que toi, t'as pas l'habitude et ton cerveau te dit « je t'envoie des symptômes, sors de cette situation tout de suite ». Là, à ce moment-là, en fait, tu peux, en hypnose, venir canaliser cette voix, ces symptômes, et en fait, tu vas juste avoir l'appréhension d'y aller. Et si tu as l'appréhension et que tu es anesthésié, tout va bien. Tu sais, c'est comme les médicaments, quand on te dit je suis malade en voiture, tu prends un médicament, ça va mieux. Pas l'hypnose, c'est un peu comme ça, ça marche un peu, mais de façon naturelle. Ça peut être un placebo, hein, vraiment, ça peut être un placebo parce que ça vient titiller tes croyances. Ça vient forcément toucher ce que tu penses et ce que tu ressens et ce que tu... Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui vont pas être convaincues au début et puis qui vont faire et qui vont se dire « Waouh, j'ai senti un petit truc ». Et après, c'est inconscient. On le voit pas tout de suite. Il faut pas non plus se dire « Waouh, Mais il y a quand même un effet avant-après. Il y a un effet avant-après, une hypnose, et ça, c'est... Moi, je le vois au cabinet, et il y a des personnes qui ont cette capacité, cette neuroplasticité. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ça dépend de ton histoire de vie, encore une fois, et de ta capacité à te moduler, à t'adapter. Ouais. Et il y a des gens, ils ont cette capacité. En vivant des choses
terrible. Et c'est là où je me dis que c'est impressionnant ce que le cerveau peut faire, parce que tu peux avoir vécu des drames incroyables qui auraient pu te traumatiser à vie et t'en remettre. C'est t'en remettre avec l'hypnose ou avec le temps? Avec le temps, avec tout. En fait, t'as plein de facteurs. Le temps cicatrise, ouais. Un petit peu. Ouais, le temps cicatrise. Parce que du coup, quand tu as habitué quelque chose à ton cerveau, il a juste besoin de temps pour se réhabituer à ce truc. Tu sais, l'histoire des 21 jours pour créer une nouvelle habitude, etc. Bon, 21 jours, voilà, on n'est pas à 1 jour, 2 jours près, mais elle est réelle. C'est-à-dire que c'est prouvé quand même scientifiquement, où tu laisses un peu de temps à ton cerveau, plus ou moins, voilà, le trauma et tout que tu as, mais le temps est un facteur. Ouais. C'est sûr et certain. Là, pour les athlètes, justement, de haut niveau, qui se blessent, ouais. Est-ce qu'ils ont des suivis d'hypnose? Ouais, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont suivis sous hypnose. Parce que du coup, déjà, la technique, elle est beaucoup plus confortable pour eux, parce qu'ils viennent vraiment faire un exercice mental, ce qu'ils connaissent déjà généralement parce qu'ils ont des préparateurs mentaux qui viennent les travailler au niveau du coaching, au niveau de la PNL, etc. Donc là, en fait, ils le font voilà, en état d'hypnose, et c'est couper un petit peu aussi tous ces symptômes et toutes ces peurs qu'ils peuvent avoir de se reblesser, de se refaire mal. Et en fait, c'est le cerveau qui va même anticiper ce truc, parce qu'il y a déjà eu la blessure, il y a l'expérience, il y a la douleur qui est enregistrée. Lui, il se dit, dès que tu passes voilà, le pas, tu viens sur un gazon, non, c'est un stimulus. Donc il vient te dire, non, va pas là-bas, ça nous a fait mal, on n'a pas envie d'y aller. Donc il t'envoie des symptômes, c'est-à-dire sueur, maux de tête, coup de chaud, boule au ventre, bref, ça dépend des personnes. Et en fait, en hypnose, on vient taire un petit peu tout ça, tous ces symptômes, pour dire à l'inconscient, non, t'inquiète pas, on est en sécurité, tout va bien, on a guéri, on a évolué, etc., etc. Avec des exercices mentaux, de la suggestion positive, réécrire un petit peu, recontextualiser l'expérience peut-être passée, la minimiser, la mettre dans un coin, etc., au niveau du cerveau, pour que du coup, quand tu arrives sur le terrain, non, c'est bon, allez, j'y retourne, j'y vais, je connais mes capacités, pareil, on travaille la confiance en soi, et après, on y retourne, quoi. C'est un gros travail d'auto-hypnose, du coup. Les deux. C'est-à-dire que si tu sens que tu es dépassé par ce truc, c'est-à-dire, moi, je conseille toujours les personnes d'aller de se tester d'abord. Voilà, c'est comme le tabac. Tu veux arrêter de fumer, arrête d'abord tout seul. Viens pas me voir, arrête d'abord tout seul. Il y en a plein qui disent j'arrête demain. C'est ça. Non mais j'ai déjà eu une personne qui m'a dit je viens chez vous, je voudrais arrêter de fumer. Je lui dis vous avez déjà arrêté? Non. Ah non, on peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait, et c'est là où je responsabilise les gens sur la thérapie, parce que je veux pas que les gens deviennent dépendants. C'est pas parce que tu vas payer 70 balles ou 80 balles que ça y est, ça va guérir. Ouais. Non, tu as une responsabilité. Tu es d'abord ton propre médecin. Garde ton esprit critique et viens avec une vraie intention. Limite, viens quand tu n'en peux plus. C'est là où je vais avoir beaucoup plus d'éléments, parce que tu vas me dire tous les symptômes que tu as ressentis quand tu as essayé. Et même si ça a été 1 heure, même si tu as arrêté 1 heure, ça me suffit amplement si derrière tu as eu des symptômes. Donc il faut d'abord essayer par soi-même, avant d'aller consulter. En règle générale, là je pose... Il y en a beaucoup qui viennent te voir pour le tabac? Ouais, c'était beaucoup au début et tout. J'ai un peu de tout, hein. J'ai beaucoup les addictions, le stress, l'anxiété, les phobies, beaucoup de travail aussi au niveau de la confiance en soi, des accidents de parcours, des deuils, des ruptures, des retours de blessures par exemple pour les sportifs, tout ce qui vient toucher à la vie du quotidien, ouais. Donc les gens, on s'est parlé aussi en off par rapport à la vie de couple. Ouais. Du coup aussi, il y a des blocages au niveau de la femme sur des relations sexuelles avec leur compagnon. Ouais. Elles ont des blocages, et ça, en hypnose, comment tu peux intervenir en hypnose dessus? Alors en fait, du coup, moi j'ai beaucoup traité des femmes sur le vaginisme. Donc ça s'appelle comme ça, c'est les contractions qui viennent au niveau du vagin quand tu es en pénétration sexuelle. Dans ces moments-là, en fait, on va aller calmer, en fait, déjà activer le côté parasympathique, comme je le disais, on relâche le corps. Parce que déjà, c'est la première chose qu'il y a à faire. Parce que le corps est contracté et n'arrive pas à trouver du plaisir dans l'acte. On vient relâcher le corps, et ensuite on va aussi aller chercher l'histoire de vie de la personne. Parce que si l'inconscient a décidé de déclencher un symptôme comme celui-là, c'est qu'il y a un manque de sécurité. Et ça peut venir du passé. Et ça peut être des petites choses du quotidien. Ça n'a pas forcément besoin d'être un drame incroyable. Ça peut être juste, je me suis jamais sentie à l'aise avec mon corps. C'est aussi simple que ça. Ou, voilà, ça peut être vraiment un petit stimulus qui vient et qui dit, ok, là j'ai besoin de me protéger, donc je crée ce vaginisme. Et je bloque en fait la relation. C'est une alerte pour soi, ou des fois c'est de l'autre? En fait, l'autre va être le stimulus peut-être. Ouais. La relation. Ou peu importe le partenaire, ça fait la même chose. Ou une discussion aussi. Est-ce que peu importe le partenaire, ça peut faire la même chose? Si c'est nous, ça veut dire qu'elle peut... C'est en interne, ouais. Ouais, c'est complètement en interne. Le vaginisme,
ça peut être le partenaire aussi qui déclenche ce truc, parce que du coup, s'il y a une pression, si la personne, elle se dit, oui, mais on a envie de vivre notre vie de couple, voilà, et du coup, tu sens une pression. Donc, ça peut créer du vaginisme. Et ça peut être aussi parce que, voilà, on n'a pas l'habitude, tout simplement, des relations sexuelles, et que du coup, on se dit, j'ai pas l'habitude. C'est la peur de l'inconnu, tout simplement, qui peut créer du vaginisme. Et là, en fait, en hypnose, on vient aussi créer de la sécurité mentale, émotionnelle, et relâcher le corps, en fait. Et s'il y a eu expérience négative avant, on vient, pareil, travailler sur l'expérience négative sans la revivre. Attention, j'insiste bien, on va pas aller revivre l'expérience, mais on vient un petit peu recalibrer tout ce qui a pu être ressenti en termes d'émotions. Ouais, pour recalibrer en fait le corps, pour que le corps accepte. Exactement. J'aime bien prendre l'exemple de la balance. Tu as une balance et en fait, tu as du négatif, du positif. Plus tu vas avoir du négatif, plus ton corps, en fait, il va te le faire ressentir. Rééquilibre et tout va bien se passer. Donc, si tu sens que tu as du négatif, rééquilibre avec du positif. Et ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, j'ai un problème au boulot, ok. Pour l'instant, tu as un problème au boulot, tu n'as pas les moyens de le régler sur l'instant T. C'est pas grave. Je vais aller faire un paddle parce que le paddle me fait du bien. C'est tout bête, hein, mais c'est un système de régulation que tu vas trouver en fait au niveau de ton corps. D'où le fait d'écouter son corps. D'où le fait d'écouter son corps. Les signaux surtout. Ou les signaux. Très très important. Son corps et les signaux. Ouais, c'est très très important d'écouter son corps. Ouais, les alertes, les signaux en fait qui se dégagent. Donc comme tu dis, ça peut être la transpiration, ça peut être la boule au ventre. Ouais. Des contractions au niveau du corps, on se sent tendu, on a des douleurs au niveau des épaules, de la nuque, du bas du dos, etc. L'expression, on en a plein de dos. Elle vient de là, c'est-à-dire que ton cerveau est tellement stressé que il descend, et puis ensuite, on vient, quand ça stagne, ça descend au niveau des hanches. Donc là, pareil, on a des émotions qui sont stagnées au niveau des hanches. Et là, par exemple, au niveau du yoga, on vient faire beaucoup d'ouverture de hanches. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui se mettent à pleurer. Par exemple, quand elles vivent des séances ou d'un relâchement au niveau des hanches, parce qu'il y a une stagnation, il y a en fait, il y a un schéma musculaire qui est contracté, et c'est ta mémoire émotionnelle. C'est-à-dire on parle de mémoire cellulaire. Alors, c'est pas les cellules qui font ta mémoire, c'est imagé. Mais ton cerveau, en fait, envoie et retient l'information. C'est-à-dire que ton schéma musculaire, il va retenir ce qui s'est passé dans ton corps. D'où les personnes qui ont vécu des traumatismes assez graves, des agressions physiques, elles ont le souvenir de ça. Et donc, la moindre toucher, les moindres sensibilités ou sensations, c'est un stimulus qui va venir tout de suite mettre en alerte et en hypervigilance le corps. Est-ce que le yoga et l'hypnose, en fait, c'est complémentaire? Complètement. Ouais. Moi, je suis prof de yoga et je suis hypnothérapeute, j'utilise les deux. Je fais les deux dans ma vie. Et c'est royal. C'est le parfait combo pour moi. Parce que tu viens travailler ton mental, ton esprit, et en même temps, tu viens relâcher ton corps. Donc là, tu fais... C'est un cercle vertueux, en fait, que tu te crées. C'est un cercle vertueux, c'est une belle énergie. C'est comme quand on te dit, fais attention à ce que tu manges. Les aliments sont le premier médicament du corps, donc c'est pareil. Plus tu vas avoir une meilleure nutrition, plus tu vas te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Donc je suppose que l'hypnose, le yoga et l'alimentation, la nutrition, c'est quelque chose que toi tu pratiques. Ouais. Tu fais les trois. La nutrition, je vais pas te mentir, je suis pas. Tu fais des écarts. Je suis pas la plus calée sur ça. Mais moi, je dis toujours aux personnes, avant d'aller consulter ou avant de vous dire, il faut que j'aille voir un thérapeute, etc. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Et est-ce que tu fais une activité physique? L'hydratation. Et l'hydratation. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Parce que notre corps est composé, je crois, à 80% d'eau, etc. Mais déjà, si tu as ces quatre choses-là, dormir, manger correctement, faire une activité physique et boire de l'eau, si déjà tu commences à faire ça, je pense que tu vas te sentir un peu mieux par rapport à ta problématique. Et ensuite, si déjà tu fais un travail sur ça, là, tu vas consulter, tu demandes à ton médecin traitant ou tu vas faire une thérapie brève. Et encore une fois, ce qui est cool avec l'hypnose, c'est que je sais que les psys et les psychiatres font un peu peur, parce que du coup, c'est des thérapies qui sont... des fois, désolé l'expression, mais on n'a pas envie de remuer la merde du passé. Je comprends. Parce que ça te rapporte du stress. C'est ça. C'est que tu te dis, vas-y, c'est passé, c'est derrière moi, j'ai pas envie d'aller retourner là-dedans. Alors que des fois, si tu as dans ton présent trop de symptômes, c'est-à-dire du stress, des boules au ventre, toujours des stimulus qui viennent se déclencher, dès qu'on parle de ta famille ou dès qu'on parle de ta relation passée avec quelqu'un, non, t'es obligé d'écouter, ton corps il est en train de t'envoyer un message, écoute-le.
Et ouais, il faut peut-être aller chercher. T'as pas besoin d'entrer dans des détails, mais oui, il faut peut-être aller chercher qu'est-ce qui s'est passé ou comprendre, avoir des prises de conscience. Et après, l'hypnose est une petite alternative. Les gens aiment bien aller vers l'hypnose parce qu'ils se disent bon, c'est pas trop comme un psy. Tu viens, tu parles pas trop, mais tu fais une technique et puis tu repars, quoi. Et c'est vrai, ça fait. Bah, parles. Moi, je te fais parler au début, mais je te fais pas parler de ton passé. Moi, je suis pas experte sur le passé parce que je suis pas psy et psychiatre. Mais par contre, oui, ça peut m'arriver de te poser des questions sur ton passé parce que tu me dis qu'il y a un symptôme dans ton présent qui te gêne. Mais il vient de quelque part, ce symptôme. Il vient forcément du passé. Exactement. C'est ça, hein. Ouais. Donc, après, ça comme tu dis, c'est complémentaire avec d'autres, avec la psychologie, tout ce qui est lié au cerveau, de toute façon. Et parce que comme c'est dans le passé, tu as vécu des traumas, ces traumas, en fait, se déclenchent ou ressortent dans le présent. C'est ça. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui, je sais qu'on aime bien l'hypnose pour réveiller la mémoire. Alors, c'est possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses aussi que tu peux occulter aussi de ta mémoire. Complètement. Et ces choses-là, tu veux aller les chercher pour... Moi, j'aime pas aller les chercher. Je te dis très honnêtement. Non, mais certaines personnes vont les chercher... Non, mais il y a des choses, si tu t'en souviens pas, c'est que ça a été trop... c'est traumatisant. C'est ça, c'est que moi, j'ai des personnes qui m'ont sollicité. Alors, je l'ai fait. C'est ce qu'on appelle l'hypnose régressive. Il y a des personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont dit, j'ai des bris, des petits morceaux comme ça de quelque chose qui s'est passé dans ma vie et je n'arrive pas à à recréer le puzzle. Et au début, je dis non. Parce que si ton cerveau a décidé de faire un blackout, c'est qu'il y a de bonnes raisons. L'inconscient, il faut lui faire confiance à 1000%. Des fois, il fait des choses par automatisme, mais des fois aussi, il fait des choses pour te protéger. C'est que la douleur est beaucoup trop violente, c'est que ce qui s'est passé était beaucoup trop violent pour que ton corps s'en souvienne. Donc le blackout, on n'oublie jamais vraiment ce qui s'est passé. C'est juste un blackout, c'est juste qu'il est mis de côté. Par contre, cette personne en question avait beaucoup de cauchemars, énormément de cauchemars dans son présent. Donc là, à partir du moment où il y a un impact au niveau du présent, là, il faut traiter. Pas de choix. Parce que du coup, il y a quelque chose qui te parasite. Donc elle avait des réveils nocturnes, et puis toujours le même cauchemar, c'est-à-dire les morceaux qui viennent... Donc on a recréé avec ce qu'elle m'a donné, et bizarrement, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments en hypnose régressive. Il suffit que tu me donnes juste peut-être des sensations, des lieux, une personne, quelque chose. On peut réactiver la mémoire. Alors ça paraît surprenant, mais c'est possible. Ouais, c'est surprenant quand même. Parce que, encore une fois, tu viens éteindre ton cortex préfrontal qui va venir te dire non, n'y va pas, n'analyse pas. Ne va pas là-bas. Quand tu l'éteins, tu l'analyses différemment. C'est-à-dire que tu es anesthésié comme une personne qui est en deuil. Elle a du mal à parler de la personne qu'elle a perdue. Dès qu'elle en parle, elle se met à sangloter. Ouais. C'est les symptômes que ton cerveau t'envoie. Quand tu es en état d'hypnose, du coup, tu anesthésies tout ça et tu as la capacité d'aller traiter en fait ce deuil ou d'aller traiter du coup le passé. Donc on est anesthésié. Je dis pas qu'on ne sent pas ce qui se passe. On ressent quand même des choses, mais c'est, on va dire, contrôlé, protégé. On va aller dans une protection max pour aller chercher ce que l'inconscient est en train de t'envoyer comme message. Et après, on le traite, on le recontextualise, on dit ok, il s'est passé ça, ok, là j'en fais quoi ? Derrière, protection, sécurité. Alors là, on part sur les suggestions de pas justement réveiller le traumatisme, mais comme je disais, désolé, chercher un peu la merde du passé. On va pas aller, c'est pas le but. Donc des fois oui, il faut y aller, des fois non. Ouais, en fait, tu ouvres des portes. Ouais. Donc la première porte, elle est blindée. Si ta porte, elle est blindée. C'est le préfrontal. Ouais. C'est la porte blindée, en fait. Mais ton cortex préfrontal, il va se réveiller tôt ou tard. C'est comme ce que je te disais. Si je te dis va prendre un couteau en état d'hypnose et blesse-toi, ton cortex préfrontal va se dire qu'est-ce qui se passe là ? Non, je veux pas du tout faire ça. Et c'est pareil. C'est vrai qu'en hypnose, moi, les personnes viennent me demander des choses. Alors ouais, on y va, mais on est en négociation avec l'inconscient. C'est pas moi qui décide. C'est ton inconscient qui te protège et qui décide pour toi. Et encore une fois, il faut l'écouter. Il a de bonnes raisons. Moi, il y a des personnes qui me disent oui, mais je suis revenue et j'ai pas réussi. Non, c'est ok. Il n'y a pas besoin de réussir déjà quoi que ce soit en état d'hypnose. On y va, on se balade, on expérimente. Mais si ton inconscient a décidé de ne pas te faire voir certaines choses, il a de bonnes raisons. Et encore une fois, ça demande un peu d'humilité et de... Ouais, ça veut dire que si la dernière couche ne veut pas te montrer, c'est que... Non, c'est qu'il y a quelque chose où t'es pas prêt. Peut-être que ça se verra un peu plus tard, ou peut-être que les jours vont passer et que ton inconscient va te dire il s'est pas senti assez en sécurité pendant la séance et que plus tard, en fait, à la maison, il va se sentir en sécurité. Moi, j'ai une personne qui est venue me voir pour de l'amaxophobie. Donc, c'est la peur de conduire. Qui s'est déclenchée après qu'elle ait déjà conduit, eu son permis, etc. Donc, c'était un trauma d'un accident de voiture qui s'est réveillé beaucoup plus tard. Trauma,
ce n'est pas elle qui a vécu l'accident de voiture, c'est une personne de son entourage. Donc, quelque chose qui est revenu comme ça, du jour au lendemain. Projeté sur cette personne. En fait, oui. Alors, elle a vécu, parce que c'était sa maman qui a eu un accident de voiture très grave. Et en fait, le trauma s'est réveillé du jour au lendemain. Pour X raisons. Il y a dû avoir un stimulus. Et donc, en fait, maman, 3 enfants, le mari devait la déposer tous les matins et s'occuper de... Au bout d'un moment, c'était plus vivable pour elle. Elle est venue faire une séance pour traiter, du coup, la peur de conduire. Moi, quand on vient me voir, on teste. Hein. C'est-à-dire que j'ai ma voiture dehors, je me dis, bon, on tente de juste monter dans... Parce que juste le fait de monter dans la voiture, même côté passager, lui réveillait des symptômes, c'est-à-dire une boule au ventre, des tremblements, du stress, etc. Et donc, je tente. Hein. Moi, c'est radical. Comme une chose peut s'installer du jour au lendemain, elle peut se désinstaller du jour au lendemain, d'accord ? L'inconscient n'a pas de notion de temporalité. Il faut arrêter ce truc. Moi, j'ai Gérard qui... Ça fait 30 ans que je fume. Non, Gérard, même si ça fait 30 ans, il y a 30 ans, tu n'avais pas besoin d'aller au tabac pour aller chercher ta cigarette. Donc là, on peut le redéclencher, ce truc où tu n'as pas besoin d'y aller. Donc, on sort de la séance. Il y a quand même une appréhension. Elle me dit non, j'ai pas envie de tester. Donc, il n'y a pas de souci. Elle ne teste pas. Elle me réécrit quelques jours après et elle me dit c'est bon, je conduis. Ah bon ? Oui. En fait, elle est remontée. Elle m'a dit je suis montée donc côté passager parce que même côté passager, elle avait du stress. Donc elle me dit déjà côté passager, j'ai absolument rien senti. J'étais dans l'appréhension, mais j'étais calme. Mon corps ne réagissait pas en fait. C'est ce que je dis, on éteint le symptôme. Et en fait, elle me dit comme je me suis sentie à l'aise côté passager, j'ai retenté quelques jours après de reprendre le volant. Et elle me dit tout s'est très bien passé. Et elle a repris la conduite de cette manière. Ouais. Wow. Quand même, hein. Ouais. Et ça faisait combien de temps qu'elle ne conduisait pas ? En fait, le symptôme s'était déclenché genre quelques mois. Elle a mis quelques mois avant de venir me voir, mais elle conduisait avant. Oui, elle conduisait, mais... Et le symptôme s'est déclenché, il y a eu des peurs, il y a eu des phobies, et plus le temps passait, plus le stress s'accentuait, plus la boule au ventre, plus le tremblement dès qu'elle prenait la voiture. Et donc, elle a mis quelques mois, et elle s'est dit, bon, je vais consulter, et elle a pensé à l'hypnose. Mais en fait, c'est quoi qui l'a amenée vers l'hypnose ? Pourquoi elle a pensé à l'hypnose ? Je pense que c'était une amie à elle qui lui en a parlé, parce que du coup, c'est une phobie, finalement. Ça se transforme en phobie. Voilà. Donc la phobie, c'est très connu pour l'hypnose. On traite beaucoup de phobies, la peur de l'araignée. Moi, j'ai une personne qui allait vivre à l'étranger, qui allait vivre dans un pays tropical, et il me dit j'ai peur des araignées, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc elle est venue, elle a traité. On a été traité sur 3 séances. Et pareil, en fait, moi, je teste. C'est-à-dire que si juste... Alors, j'avais pas d'araignée dans mon cabinet, mais juste la vue d'une photo avec... Je choisis bien la photo avec toutes les antennes, les trucs bien dégoûtants d'une araignée. Pour avant l'état d'hypnose, je lui dis, il y a déjà le dégoût. Ouais. Et je refais après l'état d'hypnose. Alors, regarde l'araignée, elle te dégoûte. Ça va, un peu moins. Et du coup, ça commence comme ça. Et c'est complètement inconscient. Au début, on s'en rend pas compte. Hein. Et souvent, c'est notre entourage qui nous le fait remarquer. T'es différente aujourd'hui. T'as l'air plutôt. T'as plus peur des araignées. T'as plus peur des araignées. T'es moins stressée. T'es moins. T'es plus détendu. Parce que c'est inconscient. En fait, ça vient se réinstaller de façon naturelle. Et quelle est la réaction la plus marquante que t'aies vue chez une cliente ou un client ? Après l'état d'hypnose ou après une thérapie ? Après une thérapie. Moi, c'est l'avant-après, quand on a travaillé sur la confiance en soi. C'était une femme hyper timide, très réservée, renfermée sur elle-même, qui se faisait bouffer au travail. Et en fait, je me souviens que moi, quand j'adore traiter ce genre de séances, parce que je dis toujours aux personnes, préparez-vous, il va y avoir du changement. Mais quand je dis changement interne, mais changement externe. C'est-à-dire que ton entourage va changer. Parce que si tu es quelqu'un qui est comme on appelle un people pleaser, les gens qui font plaisir à tout le monde parce qu'ils se mettent derrière, ils se mettent en retrait parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, quand tu reprends confiance en toi, tu poses tes limites en fait avec les gens. Du coup, les gens aussi... Alors, tu as 2 catégories. Tu as les amis qui te regardent, t'as changé. C'est bizarre. Mais du coup, qui reste. Et puis, tu as l'autre catégorie, t'as changé, t'es plus comme avant, tu rends plus des services comme avant. Bah oui. Parce que je repose des limites. Et en fait, il y a eu cet avant-après avec elle, où à chaque séance, elle venait. Donc, beaucoup de difficultés. On a travaillé sur le corps, l'image de soi. Enfin, vraiment, il y avait un vrai besoin de retrouver de la confiance et de l'estime envers elle-même, envers ses qualités, envers son corps, envers tout. Et en fait, chaque fois qu'elle venait en séance, il y avait un truc chez elle, une aura qui changeait. C'était impressionnant. Juste prendre soin d'elle. Ouais, j'ai vu la transformation. Et c'est agréable à voir.
Et ça, c'est à portée de main, mais pour tout le monde. Alors oui, tu peux aller voir un thérapeute, mais tu peux aussi travailler tout seul et faire ce truc. Alors oui, quand tu as tes limites et que tu n'y arrives pas, là, tu vas consulter. Mais c'est tellement agréable de voir ça. Et ça se manifestait comment par rapport à même vestir avec de façon vestimentaire. Je voyais qu'elle prenait plus soin d'elle, qu'elle mettait plus de couleurs, parce qu'elle s'habillait tout en noir. Parce que déjà, quand les premières fois où elle venait me voir, c'était très timide, très réservé. Je devais... lui tirer les verres du nez pour qu'elle me dise quelque chose. Là, c'était la voix la communication se débloque. Il y a plein de choses en fait au niveau de la confiance en soi, ça se voit. Ta façon de te tenir, la posture, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus sûre d'elle. Ouais, ça c'était impressionnant. Après, j'ai eu une autre personne aussi, un SDF. Donc c'est une amie qui a payé des séances pour lui. Et là, c'était impressionnant. Donc là, on venait travailler tout ce qui était addiction. Addiction et surtout trauma aussi de la rue. Et en fait, lui était dans un cercle vicieux parce que du coup, fait que l'addiction l'empêchait d'aller travailler, l'empêchait d'avoir un logement. Oui. Et en fait, on est venu tout décomposer, quoi. Alors, il y avait quand même un suivi psy qui a été fait avant et tout parce que c'était beaucoup trop lourd. Hein, c'était en complémentarité, l'hypnose. Et c'est vrai que c'était impressionnant parce que c'était... un visage triste à l'arrivée et puis un visage un petit peu plus lumineux quand tu repars. Et au fil des séances, pareil, le sourire, le goût, retrouver le goût de la vie, quoi. Et puis j'ai su qu'après, il avait retrouvé un boulot. Donc ça, c'est hyper satisfaisant, hyper agréable de voir que en fait, on se remet de tout. On est capable de plein de choses. Tu as beaucoup de clients sur l'addiction. J'ai quand même pas mal de clients sur l'addiction. Après, beaucoup de stress, d'anxiété. Ouais, plus. Ouais, j'ai quand même beaucoup plus. Et du coup, par conséquent, l'insomnie et tout, les burn-out, les machins, et tout ça. J'ai quelques personnes sur la perte de poids aussi, mais c'est vrai que c'est le stress, l'anxiété. Le plus. Ouais. Et parce que c'est l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça vient influencer le rythme de vie qu'on a. Il est beaucoup trop effréné pour notre cerveau. À moins Regarde le nombre de personnes après le Covid qui ont voulu un jardin. C'est tout bête, hein. Mais c'est des petites choses comme ça du quotidien qui font que tu te rends compte que ton cerveau, il peut pas gérer toute cette surstimulation. Est-ce que l'hypnose agit comme un traducteur entre le corps et, comme on se disait, tu vois, le corps et l'esprit? Je dirais plutôt que c'est un catalyseur. C'est pas un traducteur. L'hypnose, en fait, c'est vraiment l'outil qui vient, comme je te disais au début, t'ouvre la brèche, elle vient, elle te fait sésame, ouvre-toi. Et en fait, tu viens dans l'entre-deux, qui était coincé, bloqué, contracté, tu n'imaginais même pas. Et elle vient en fait te proposer juste une perspective différente de ta situation que tu es en train de vivre. Donc c'est plutôt un catalyseur. Il vient, il te catalyse un petit peu le problème. Il te dit, un peu comme un ami qui vient, qui te dit, allez, viens, assis-toi, tout va bien se passer. Ouais. Et en fait, tu relâches quelque chose. Tu relâches ton corps, tu relâches la pression. Et c'est comme si... tu reprenais un souffle, quoi. Tu étais là, ça fait du bien et ok. Alors, par quel sens je peux prendre mon problème? Et en fait, au lieu d'avoir le problème comme ça, tu viens, tu l'élargis et en fait, on te propose plein de solutions. Et du coup, tu retrouves un état de bien-être et tu relâches un peu ce truc de il va se passer quelque chose de dangereux. Non, tout va bien, tout est ok. Et c'est plutôt un catalyseur pour venir te remettre sur une perspective beaucoup plus large. Plus large et plus détendu. Plus détendu, ouais. Ça joue sur la respiration aussi. Ah, oui. Parce que tu fais des exercices de respiration avec tes... Ouais, au début, un peu comme la sophro. La sophro, c'est un peu le cousin de l'hypnose. Moi, chaque début de séance, je commence par des respirations pour justement créer de l'ancrage. Ce que je te disais, tu as besoin de revenir à ton corps, tu as besoin de retrouver tes sensations, de te réécouter, d'écouter tout ce qui se passe de façon automatique dans ton corps. Parce qu'on ne s'écoute pas, on respire de façon sans même s'en rendre compte. Mais après, tu peux l'écouter. Tu peux avoir la sensation de l'air qui passe au niveau du nez, de la gorge. Tu peux avoir la sensation juste de ton buste qui fait ça, qui monte et qui descend. Et en fait, tout ça, je mets le focus sur ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je crée une illusion en fait au niveau du cerveau. Et du coup, ton mental, tes pensées, elles se calment. Ouais. Au fur et à mesure de la séance, ouais. Et du coup, là, tu rentres en... Et tu rentres naturellement, ouais. Mais ça dure combien de temps, du coup, cet état d'hypnose? C'est toi qui... En fait, ça dépend ce que tu fais.
Tu vois, par exemple, moi, j'ai un podcast où je propose des auto-hypnoses. Elles durent 10-15 minutes. D'accord. Si tu veux les faire toi-même, tu fais 10-15 minutes dans ta journée. Comme une méditation, 10 minutes, ça fonctionne. Là, pour moi, au cabinet, je travaille un peu plus profondément. On va aller amener de la suggestion, on va vraiment faire un exercice, etc. On est sur du 30-45 minutes. Il n'y a pas vraiment de règles en hypnose. Toi, si tu en as besoin à la fin de ta journée, bah, tu te dis, OK, là, j'ai besoin de 10 minutes de déconnexion. Les gens comment ils font pour couper ce truc de la journée boulot? Bah, ils vont au sport parfois, avant de rentrer à la maison. Ouais. C'est pareil, hein. Tu peux utiliser l'hypnose comme outil pour te déconnecter, ouais. Ou le smartphone, tu scrolles. Ou le smartphone, mais bon, la stimulation et l'entraînement au niveau du cerveau, mais c'est parce que c'est passif en fait, c'est facile. Ouais, c'est facile. Et du coup, pareil, hein, l'auto-hypnose, ça demande un effort. Hein. Ouais, c'est un danger public, ces trucs. Comment tu prépares l'espace de sécurité pour les femmes? Bah, en règle générale, déjà, de femme à femme, ça te met déjà dans un confort. Je sais que la plupart... Bah ouais, mais la plupart des femmes, elles viennent me voir, elles me disent, papa, est-ce que je préfère aller chez une femme que chez un homme? Parce que du coup, tu te dis, bon, t'es relâché, t'es quand même dans une vulnérabilité. Même si je ne prends pas le contrôle sur toi, t'es vulnérable. Mais comme t'es vulnérable quand tu vas chez le gynéco ou chez le médecin, enfin, je veux dire, la manipulation, elle est réelle dans tous les sens, hein, chez n'importe quel médecin. Tu fais confiance à ton médecin quand il te donne des ordonnances, tu ne réfléchis pas, tu fais confiance à sa compétence et à ses 10 années de médecine. Oui, bien sûr. Là, c'est pareil, je pense que là, c'est question de feeling. Vraiment, moi, je sais que je marche beaucoup au feeling. Les gens viennent me voir parce que j'essaie d'être bienveillante. J'essaie de me dire, là, je prends pas le truc, bon, moi, j'ai ma technique et je la fais. Non, non, les gens viennent et ils déposent une histoire... Ah oui, c'est lourd. C'est lourd, quoi. Ouais, ça leur fait peur et c'est pas un... Tu vas pas acheter du lait, quoi. Quand tu vas dans une thérapie, tu mets du temps avant d'y aller. Il y a des fois des gens qui annulent, qui repartent. Puis c'est un vrai... c'est une vraie action qui te demande un courage. Donc moi, je sais que déjà, les gens, quand ils passent le bas de ma porte, ils viennent, ils sont courageux. Ils se disent, je viens. Et même si c'est un petit truc, hein, une allergie, une phobie et tout, bah, c'est quand même courageux de venir et de te dire, bon, j'ai besoin de quelqu'un là pour m'aider à avancer dans ma vie. Et si une femme nous écoute et qu'elle a peur de perdre le contrôle sous l'hypnose, qu'aimerais-tu lui dire? De bien choisir son thérapeute. Je sais qu'il y a des dérives. Je sais que tout n'est pas réglementé dans le secteur des thérapies brèves. On y va petit à petit, hein. Il y a des associations qui commencent un petit peu à créer, il y a les Miviludes au niveau de l'État. Mais après, c'est, encore une fois, on est son propre médecin. Il faut qu'on ait cet esprit critique. Moi, je dis toujours, prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Même là, dans la vidéo, ne prenez pas pour argent comptant. Regardez votre... Prenez en fait ce qui vous parle. Toi, t'as ton expérience. J'ai mon expérience, je partage la technique. Mais par exemple, il y a peut-être des choses qui vont me parler plus que d'autres. Et c'est OK. Parce que du coup, c'est subjectif. Encore une fois, c'est ça que je dis. C'est que ton histoire de vie va calquer sur certains exemples que je vais te donner, mais pas sur tous. Oui. Tu vois? Et donc, en fait, c'est ce principe de garder votre esprit critique. Et puis après, je pense, comme tout le monde, hein, on va sur Google, on regarde des avis, on se renseigne dans son entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous recommander. Je pense que ça marche beaucoup bouche à oreille. Et puis voilà, passer un coup de fil. Les gens ont peur de faire ça. Mais non, vous pouvez appeler votre thérapeute avant de... Puis voilà, c'est un coût. C'est un coût, une thérapie, une séance, ça coûte entre 60 et 120 euros, ça dépend de la région. Mais une séance, ça a un coût. Il y a des remboursements mutuels, mais de plus en plus. Mais on prend le temps. Hein. On prend le temps d'appeler la personne, de sentir s'il y a un feeling, d'aller visiter s'il y a un site internet, de voir un peu aussi, les avis Google, les avis, les témoignages, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre tout ça, faire tout ça avant d'aller consulter. Mais en règle générale, pour toute forme de consultation, hein, même en dentiste, hein, je pense qu'on le fait naturellement. Oui. Il n'y a pas envie qu'il soit le boucher du coin qui vienne nous faire mal et qui... T'as pas envie de perdre une dent et puis ta dent... voilà. C'est ça. Là, je vais parler dans la communication de couple. Ouais. Est-ce que certaines disputes sont en réalité des déclencheurs inconscients liés à des blessures plus anciennes? Oh oui, je dirais même, et je vais peut-être m'aventurer, 80-90%. Ah ouais. Blessure d'abandon, blessure de rejet... toute forme de blessure. Quand tu n'arrives pas à passer à autre chose dans une relation et que c'est terminé, par exemple, ou qu'il y a un problème et qu'il y a un blocage dans votre couple, viens en interne. Alors les deux devraient le faire, hein, des deux côtés. Bien sûr. Va à l'intérieur de toi et pose-toi la question. Ok, lui, il a sa vision des choses, ou elle a sa vision des choses, moi j'ai ma vision des choses. Même prends-toi un papier, un stylo, fais une petite fresque de tout ce que tu as vécu dans ta vie qui t'a touché émotionnellement. Et ça peut être amical, professionnel, familial, prends un peu tout.
Et généralement, tu vas vite te rendre compte que tu as telle blessure qui vient réveiller. Et en fait, ton couple devient juste un stimulus. Ouais. Malheureusement. Alors oui, parfois, la personne... désolée, mais c'est un gros con ou une grosse connasse. Oui, mais, ça arrive aussi. Mais tu vois... Mais il y a des personnes qui subissent, des fois. Il y a des personnes qui subissent, ouais. Parce que tu as eu tellement de trauma. Exactement. Qu'en fait, tu fais subir à une personne qui est là pour toi. Ouais. Du stress et de l'énervement, alors que la personne, elle est là pour toi. Ouais. Et là, c'est toi qui deviens toxique. Ça peut être ce modèle-là aussi. Ouais, bien sûr. Là, c'est toi qui peux devenir toxique pour l'autre. T'es toxique à toi-même, déjà. Ouais. Parce que tu t'auto-sabotes. Oui. Tu fais de l'auto-sabotage et du coup, après, à la fin, tu te dis « Mais je comprends pas pourquoi j'ai fouillé dans son téléphone, c'était plus fort que moi. » Mais c'est ça, c'est l'inconscient qui se réveille. Mais je cherchais exactement ce message-là. C'est ça. Et en fait, pourquoi ? Mais parce que si tu viens fouiller un petit peu, elle a déjà eu une expérience de trahison, de confiance qui a été... Et du coup, l'inconscient, lui, pas fouiller dans le téléphone. C'est complètement inconscient. C'est plus fort que la personne d'aller le faire. Et c'est là où tu te dis « Ok, là, je me pose parce que c'était plus fort que moi. » Et quand c'est plus, c'est la petite voix, ouais. C'est ce petit truc déclencheur qui te dit j'ai pas pu m'en empêcher. Donc si t'as pas pu t'en empêcher, et là je vais faire déculpabiliser tout le monde, c'est que ça vient de quelque part. C'est pas parce que t'es une mauvaise personne dans le fond que tu veux absolument biaiser le truc ou que t'as du vice. Ou chercher les problèmes. Ou chercher les problèmes, comme on dit, ouais. Non, c'est trop facile de dire à l'autre tu cherches les problèmes. Après, c'est un travail interne. C'est vrai qu'il faut prendre sa responsabilité dans l'histoire. Et là, c'est le plus dur. Hein. C'est très, très facile de dire « Mais il ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, tatati ». Les reproches sont faciles. Mais quand on vient se regarder un peu dans un miroir et qu'on se dit « Ok, moi, qu'est-ce qui fait que ce qu'il me reproche, ok, c'est un stimulus, mais moi, d'où ça vient ?» Et du coup, comment je peux l'atténuer ? Comment je peux le travailler ? Moi, je pense que tout le monde devrait aller en thérapie. Au moins une fois dans sa vie. En thérapie de quoi, alors, du coup ? Thérapie, ça dépend ce que tu vis. Parce qu'il y a des choses qui vont être plus prononcées que d'autres. D'hypnose, Eh ben, de tout. Là, tu vas chercher ce qui te convient à toi. Parce que si tu es quelqu'un qui aime bien s'exprimer, qui aime bien parler, le psy peut te convenir, tu vois. Mais si tu es quelqu'un, tu n'as pas trop envie de... l'hypnose, c'est parfait. Sophro, enfin, tu as plein d'autres techniques qui peuvent... ou un coach, PNL, enfin, voilà, c'est toi qui vas sentir ce que tu as besoin. Mais moi, je pense que consulter au moins une fois, c'est que te rendre service, en fait. C'est des cours qu'on n'a pas eu à l'école, moi, je trouve. Oui, après, c'est pas des choses que tu apprends à l'école. Hein. On devrait. On te dirige pas du tout sur ça, hein, ni sur cette médecine-là. Ouais, mais on devrait. Parce que du coup, tu cultives la gestion émotionnelle que tu vas apprendre à dompter ou à canaliser ou à recontextualiser quand tu as le besoin à l'école, va te faire gagner un temps fou. Déjà, ne serait-ce que pour ton parcours professionnel, ne serait-ce que pour derrière ta gestion en termes de savoir-être dans une entreprise. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens toxiques, on ne va pas se mentir, il y a plein de gens toxiques partout. Mais dans le monde du travail, c'est réel. Oui, c'est réel. Et donc, du coup, c'est dû à quoi ? C'est OK, alors on peut pointer du doigt les parents au niveau de l'éducation. Il y a plein de facteurs. Hein. Mais je veux dire, si déjà on avait eu une... C'est comme la gestion financière. Enfin, je veux dire... Oui, bon, on n'est pas aidé aussi. On n'est pas aidé. On aurait des cours de gestion financière en primaire, ou je dirais même en primaire, en primaire, collège, sur des basiques. Hein. Je pense que le français lambda gérerait mieux son budget, même s'il y en a qui gèrent très bien, mais la plupart géreraient mieux leur budget. Et là, c'est pareil. Tu gérerais mieux tes émotions. Et du coup, tu serais moins toxique pour tout le monde. Et du coup, tu vas juste gagner en épanouissement, en fait, dans ta vie. L'épanouissement, ouais. Exactement. Tu vas gagner en épanouissement, tu vas gagner en confiance en soi, tu vas juste vivre, en fait, bien, te sentir bien. En toute détente. Ouais, c'est ça. Détendu. Ouais. Confiance en soi, confiance aux autres aussi. Il faut s'accepter soi, mais il faut avoir confiance aussi en l'autre. Ouais, la peur de l'inconnu. Si t'es toujours en alerte sur la confiance de l'autre, toi, tu seras jamais détendu. Non, tu peux pas. Là, encore une fois, c'est cultiver l'optimisme, en fait. Donc après, on parle de la psychologie positive. Renseignez-vous sur ça, par exemple. Mais cultiver l'optimisme, moi, j'aime bien dire, les anglo-saxons, ok, fake it until you make it, comme ils disent les Américains. Alors oui, on peut les critiquer sur leur fausseté, un peu leur hypocrisie, mais en attendant... Ils sont too much. Ils sont too much, c'est vrai, c'est réel, il manque d'authenticité, mais il y a un équilibre à avoir. C'est-à-dire que le français, il est quand même bien ronchon au travail, ou en règle générale. Et donc, tu vois, c'est là où je me dis, un petit peu d'optimisme chez le français, ça ferait du bien. C'est comme les notes de satisfaction. Exactement. Un français, note de satisfaction, tu verras jamais super bien. Jamais tu verras
très très bien. C'est ça. On a plus tendance à aller mettre des avis négatifs. Bien, non, bien. C'est le maximum. Ouais. En fait, le bien pour le français, c'est le super bien. C'est le super bien. Super. Ouais. Et tu vois, notre curseur, il n'est pas bon. Il n'est pas du tout bon. C'est vrai que quand tu voyages, parce que comme j'ai beaucoup voyagé, on me l'a souvent fait cette réflexion-là, en parlant des Français, bien sûr. Donc les Français, à chaque fois qu'il y a une note à mettre, t'as 5 étoiles, ils vont toujours mettre 4 étoiles. 4 étoiles, ils vont pas mettre jamais les 5. Ouais. Il y a toujours un truc qui fait que non, je ne mettrai pas. Parce qu'on est dans une culture du perfectionnisme, de toujours en faire plus, etc. On peut toujours s'améliorer. Alors oui, je suis d'accord, mais il faut quand même se valoriser en fait. On a un gros manque de valorisation, d'où le gros manque de confiance en soi qu'on a en règle générale. Moi, toutes les personnes qui sont venues me voir, que ce soit pour la cigarette, derrière, il y avait un gros manque de confiance en soi à traiter. Si tu devais résumer en une phrase, donc pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'une femme gagne réellement quand elle décide enfin à prendre soin de son monde intérieur? Elle gagne en paix, en fait. Elle se fout la paix, clairement. Et elle vit. Elle est heureuse. Enfin, elle s'enlève toutes les contraintes du monde qu'on lui a mis sur ses épaules et qu'elle a pu se mettre aussi, elle toute seule, sans même qu'elle s'en rende compte. En fait, tu vis, quoi. Parce que je dis la femme, bon, ça peut être aussi l'homme. Ça peut être l'homme, ouais. Comme on a dit que... on considérait que la femme avait plus de charge mentale, donc plus de poids forcément. Donc c'est pour son monde intérieur soit plus en paix. Pour que son monde intérieur soit plus en paix, c'est de... si elle prend soin d'elle, et qu'au début... Alors au début, c'est pas naturel. Hein. La plupart, elles viennent me voir, elles disent « Mais j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de m'asseoir et de méditer, j'arrive pas. Ça trotte. Ça trotte, c'est normal. Les premières fois, ça va jamais être facile. Ah oui, c'est sûr. Et en fait, c'est là où il faut se rendre compte que quand tu veux prendre soin de toi, c'est pas juste payer un massage. Oui, c'est très bien. Ça va, sur l'instant T, décontracter ton schéma musculaire. Mais ça ne va pas venir régler le problème de fond. Quand on parle du vrai prendre soin de soi, je pense qu'il faut du courage. Parce que tu sais que ça va pas être facile. Au départ, en tout cas. Au départ, ça te demande un effort d'aller peut-être t'exposer toi-même à ta propre réalité de ce que tu as vécu. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de victimisation. Et si tu es dans la victimisation, tu vas pas forcément réussir à te sentir bien, en fait. Plus tu vas dire que c'est la faute des autres, et plus tu vas tout le temps te trouver des excuses pour tout, plus tu t'auto-sabotes et tu te rajoutes en fait une double peine. Déjà, tu as de la peine pour quelque chose qui t'as du mal à gérer dans ta vie et tout. Mais alors là, si tu te victimises et si tu te plains et t'appelles tes copines, oui, mais moi, de toute façon, c'est dur. Non, mais tu sais pas ce que c'est que d'avoir plusieurs enfants. Non, mais les factures, nanani, nan. Enfin, je comprends. En fait, je sais qu'il y a de la peine. Mais la victimisation, c'est de l'ego. C'est ta façon juste de te protéger, mais parce que c'est facile d'avoir ce genre de discours. Ce qui est plus dur, c'est d'avoir une introspection, de se taire quand ça va pas et d'aller chercher du vrai bien-être. C'est-à-dire, je pose une feuille, ok, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie qui a pu être un traumatisme émotionnel. Et quand je parle de traumatisme, ça n'a pas besoin d'être un vrai, quelque chose de dramatique. Ça peut être juste une remarque à l'école qu'on t'a faite, une porte qui s'est fermée. Ça peut venir te toucher émotionnellement et ancrer quelque chose au niveau de ta mémoire. Et quand tu te regardes, si on se regarde devant une glace, est-ce qu'il y a des mots, des choses à se dire le matin ou la valorisation, il y a une étude qui dit que plus tu souris en te regardant dans une glace pendant moins de 10 minutes, je sais plus combien, mais que genre en gros ça envoie un message, oui, ça envoie un message inconscient. Alors oui, au début, tu sais, on parle des affirmations positives. Tu peux aller dans les affirmations positives. Alors, les gens se disent, mais je vais pas me regarder et me dire, t'es chouette, t'es ci, t'es ça, t'es le meilleur, pourquoi pas? Oui. Il y en a qui sont très à l'aise avec l'exercice, et je les encourage. Mais il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec l'exercice, ce que je peux comprendre, parce que t'as pas l'habitude de t'envoyer des fleurs, on a l'impression que t'es un peu narcissique. Non, tu n'es pas narcissique, tu envoies des suggestions dans ton conscient, mais de façon aussi inconsciente. T'as pas forcément aussi besoin d'être dans un état hypnotique. C'est ça. Tu peux être dans un état de conscience et faire attention à tes mots. Les mots ont un pouvoir, et ça c'est réel. Moi je suis thérapeute et j'utilise les mots tous les jours pour guérir, soigner, aider les gens. Donc la façon dont tu te parles, la façon dont tu parles aux autres, ça sera toujours une espèce de magie qui peut te revenir en bien comme en mal. C'est véridique. Donc à toi de choisir tes mots. L'optimisme. Plutôt que de dire je suis nulle, j'y arriverai pas, je vais essayer. Bien sûr, mais déjà, je pense que si on commence à dire
oui, je suis nul, je vais pas y arriver, bah t'arriveras jamais. Oui, mais c'est des automatismes après, qui sont peut-être dus à l'éducation. Peut-être que toute ta vie, ton père, ta mère t'a dit, de toute façon, toi, à chaque fois que tu fais un truc, tu n'y arrives pas. Oui. Bam, 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 ça s'ancre. Répète à un enfant qu'il est bête, il va finir par y croire. C'est là où tu viens, en fait, à l'âge adulte, avec ton regard un peu et ton esprit critique. Et là, pas d'excuses, pas de victimisation, ça y est. Tes parents, oui, ils ont peut-être fait mal leur boulot, mais ça y est, t'es à l'âge adulte, il faut t'en rendre compte et il faut prendre un peu le coche et être responsable un peu de ta vie et te dire, ok, bon, il faut que j'arrive à désancrer cette croyance qu'on m'a ancrée. Et c'est tout à fait possible. En restant positif. En restant positif, en travaillant sur plein d'autres aspects. Il n'y a pas que l'hypnose ou la thérapie ou les mots, mais tu peux, juste par ton hygiène de vie, t'améliorer. Manger, dormir, faire du sport, boire de l'eau. Déjà, si tu fais ces 4 choses-là, normalement, tu te sens bien. T'es pas mal déjà. T'es pas mal. Et après, tu vas chercher un peu de sociabilité parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin d'échanger avec les gens. Les gens nous font du bien. Ouais. Donc, retrouvons un peu ce truc. Merci beaucoup, Lamia. De rien. C'était très intéressant. Et ce fut un honneur de t'avoir ici parmi nous. Avec un grand plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Je reviendrai. On va faire un essai hypnotique. Alors, déjà, je t'invite à poser juste tes mains sur tes cuisses. Bien sûr. Tranquille. Fixe un point en face de toi. Juste un point. Ouais. Ok ? Donc là, pour l'instant, observe juste ton corps. Observe un petit peu les sensations. Le point et le... Ouais. Fixe le point. Reste concentré sur le point. Et pendant que tu fixes le point, ressens un petit peu les sensations au niveau du corps. Essaie de capter si tu as de la lourdeur, des contractions au niveau du dos, du bas du corps, peu importe. Et en même temps, ressens ta respiration. Observe le poumon qui gonfle et qui dégonfle, tranquillement. Je vais te demander de ne plus cligner les yeux, ça va être un peu désagréable et je vais compter jusqu'à 5. Quand j'aurai atteint le chiffre 5, tu pourras fermer les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche les yeux, ferme les yeux tranquillement et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Observe les poumons qui gonflent et qui dégonflent et essaie d'imaginer le trajet de l'air lorsqu'il passe au niveau des narines, de la gorge. Alors peut-être que visuellement, tu ne vas pas l'imaginer tout de suite ou tu vas avoir des images un peu floues. Peut-être que tu vas avoir une vue d'ensemble ou alors une vue sur peut-être que la gorge ou un seul poumon. Mais en tout cas, imagine les va-et-vient de l'air qui passe, qui se balade, qui va transporter l'oxygène. Et je voudrais que tu mettes une couleur claire à l'air qui entre et une couleur un peu sombre à l'air qui sort. Alors, de quelle couleur est l'air qui entre ? Et je dois répondre ? Ouais. Bleu ciel. Et de quelle couleur est l'air qui sort ? Orange. Parfait. Continue surtout à visualiser cet air orange et ressens qu'à chaque fois que tu respires et que tu expires cet air orange, il y a une partie de ton corps qui va commencer à se détendre. Essaie de capter quel endroit se détend avant un autre. Est-ce que c'est le haut du corps, le bas du corps ? Est-ce que tu te relâches et est-ce que le poids de ton corps commence à s'allonger un petit peu plus dans le siège? Est-ce que tu ressens que peut-être c'est au niveau du visage? Mais à chaque fois que tu expires cet air orange, il y a un petit relâchement quelque part. Et alors juste là, à la prochaine expiration de cet air orange, tu vas ressentir tes épaules qui vont tomber un peu plus. Ressens aussi la lourdeur peut-être au niveau de tes bras. Et toujours très en alerte de tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas ressentir du bout des doigts le contact du tissu du pantalon. Et imagine peut-être maintenant qu'il y a peut-être un brouillard qui est un peu dispersé partout dans le corps. Peut-être surtout au niveau de la tête pour toutes les pensées que tu as en ce moment. Et ressens qu'à chaque fois que tu expires, pareil, ce brouillard, il commence à se dissiper, à ralentir, à partir. Et là, je voudrais que pendant que ce brouillard se dissipe, tu imagines un endroit, peut-être où tu es déjà allé, en vacances, un endroit dans lequel tu te sens bien, détendu, où tu as complètement relâché, déconnecté, tu étais dans l'instant et tu te sentais vraiment très épanoui. Est-ce que tu as cet endroit en tête ? Alors, j'ai une plage. Ouais, super. Tu peux imaginer juste une plage. Imagine que tu es pieds nus et que tu vas commencer à marcher sur cette plage, que tu ressens la sensation du sable. Peut-être qu'il fait beau et que tu vas ressentir la chaleur du soleil sur ton visage. Peut-être qu'il va y avoir un parasol au loin, un transat où tu vas venir poser tes affaires. Et je vais même te demander peut-être de retrousser ton pantalon ou alors tu es peut-être en short, d'aller juste sentir l'eau. Sentir peut-être l'eau un peu fraîche au début. Et tu vas juste rentrer. Je ne sais pas exactement où se situe l'eau, peut-être au niveau des pieds, des chevilles ou au niveau des mollets ou du genou. En tout cas, tu as la sensation de cette petite démarcation entre l'eau et l'air, très agréable. Et tout se relâche, tout se détend. Sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire, je vais t'inviter juste à aller t'asseoir sur ce transat
Et peut-être même que tu entends les bruits des vagues, peut-être même l'odeur de l'eau salée, ou alors juste le vent qui passe entre tes doigts. Tout est très très agréable et relâché, détendu. Et alors tranquillement, pendant que tu es allongé sur ce transat, tu vas fermer les yeux et commencer un petit peu à juste lâcher prise et rêver. Et rêver à une nuit étoilée. Peut-être que tu vas voir plein d'étoiles autour de toi. Toutes ces étoiles, en fait, ce sont des solutions pour quelque chose que tu as besoin peut-être de régler ou de lâcher prise en ce moment. Et puis, il va y avoir une étoile qui brille un peu plus que les autres. Et alors, naturellement, sans effort, sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire ici, juste en étant là-bas, tu vas sentir peut-être une de tes mains qui va vouloir juste se retourner pour accueillir cette étoile qui va se rapprocher très très lentement de toi. Et elle ressent peut-être une légèreté au niveau d'un bras, d'une main, à tout moment qui peut t'aider à juste sentir. Peut-être un léger mouvement au niveau des doigts et ressentir qu'à tout moment, cette étoile, elle peut se rapprocher à mesure que ta main va se tourner pour l'accueillir. Alors je ne sais pas si c'est la main gauche ou la main droite, en tout cas tu vas ressentir une espèce de sensation très agréable où cette étoile aura envie de se poser, un peu plus là-bas, un peu moins ici, et peut-être un peu plus ici et un peu moins là-bas, sans que tu aies conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Tu n'entends que ma voix et tu ressens juste ta respiration, toujours ce brouillard qui se dissipe à mesure que cette étoile se rapproche. Peut-être qu'elle est loin, peut-être qu'elle est toute proche. En tout cas, tu vas sentir ici, peut-être le pouce qui peut bouger à tout instant, ressentir la sensation de légèreté, comme si du vent passait dans le bras, dans les mains, pour venir l'accueillir à tout moment. Peut-être que ta main est déjà retournée là où tu es, et peut-être qu'elle va se retourner juste ici, tranquillement, à son rythme. Alors juste là, dans la sensation, est-ce que c'est plus le bras gauche ou la main droite, qui se sent un peu plus légère? Je t'invite tout doucement à la retourner, en douceur. Ouais, super. Pose-la et imagine maintenant que cette étoile va venir se poser à tout moment. Et alors au moment où elle va se poser, tu vas ressentir une sensation très très agréable de relâchement. Et alors au moment où elle va se poser, si elle ne s'est déjà posée, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et relâcher complètement le corps et au même moment resserrer les doigts pour protéger cette étoile tout doucement. Ressens cet état agréable et tranquillement, je vais t'inviter à revenir sur cette plage, te sentir bien, te sentir très léger, ressentir presque même de la joie. Et alors au moment où je vais te ramener, tu vas ressentir cet état de joie, presque comme si tu étais pressé de vivre et très heureux d'être là. Je vais compter jusqu'à 5. Et lorsque j'aurai atteint le chiffre 5, tu pourras revenir avec moi et ouvrir les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres les yeux et tu reviens avec moi tranquillement. Comment tu te sens? Je me sens apaisé. Ouais. Quelle sensation t'as eue? J'ai eu la sensation de la main légère. Ouais. T'as eu cette sensation de légèreté. Ouais. En fait, qui se décollait. Ouais. L'envie d'un peu la main de... droite que plus la main droite que la main gauche. Ouais. Voilà. Ça, c'était un petit essai, un petit effet où tu peux amener de la suggestion et le corps, en fait, va réagir tout seul et va sentir des choses. Tu sens la légèreté, ouais.